Vous écoutez La Nuit Américaine. Votre podcast sur le cinéma. Bonjour à tous, après ces 2 mois d'absence et de vacances, je suis très heureux de vous accueillir à la table de la Nuit Américaine pour le lancement de cette saison 2. Au menu de ce premier épisode, je vous propose en plat principal Les Fils de l'Homme d'Alfonso Cuarón, sorti en 2006 avec Clive Owen et Julianne Moore. Ce mets riche et délicieux sera suivi de notre méli-mélo de saison, une critique des 2 films français qui ont fait le plus parler d'eux ces dernières semaines, à savoir Titane de Julia Ducournau, Palme d'Or au dernier festival de Cannes, et bien évidemment Kaamelott d'Alexandre Astier, film ô combien attendu par les fans de la série du même nom. Avec le café, 2 petites sucreries et autres recommandations gourmandes, appréciables et appréciées, vous seront suggérées par mes invités. Mais d'ailleurs, ces illustres convives, qui sont-ils et de quoi sont-ils faits ? Plaisir à ma droite d'accueillir mon ami le plus barbu, mais surtout un des plus fidèles, Julien. Bonjour mon Juju, comment vas-tu ? Très bien, salut Mikey. Ça va ? Ouais, impeccable. Ok, Julien, tu n'es pas venu seul. En face de toi et à ma gauche, le malicieux BDphile et gamer, notre fantastique Loris. Bonjour Loris. Bonjour, je vois que les étiquettes sont mises, hein, c'est sympa. Oui, on est un peu dans les clichés effectivement. Ça va. Et que serions-nous sans notre maître à penser à tous, notre célèbre théoricien du cinématographe. Il est à la fois humble et érudit et gothique et espiègle. Professeur Mathieu, bonjour et bienvenue à notre table. Bonjour Mike. C'est Mathieu qui a écrit le texte, non ? Voilà, Pas c'est du ça. tout. Du coup, je me suis permis un éloge, un brin caricatural, mais vrai. Mais vrai. Mais vrai. Finalement, Mais vrai. c'est La caricature, Ah, la C'est généralement caricature. vrai. Oui, c'est ça. C'est un dérivé de la vérité. c'est vrai. On en est là. Tu la notes et puis on passe à la conclusion. exactement. Bon, allez, Comment- avant. non, mais comment tu vas, toi, Mike? Mais ça va, On te c'est sent un peu de tendax. Non, ça va, j'ai un peu chaud. Effectivement, il fait chaud, non ? C'est chaud, hein, fin août, bah, ça y est, début c'est l'été. septembre, ouais, c'est vrai. Voilà, l'été indien, septembre-octobre. Exactement. Profitons-en. Profitons-en. Bon, allez, Un petit Passe. page météo. passons aux choses sérieuses. Donc avant que ce premier plat fameux vous soit servi, vous n'échapperez pas à l'inévitable question, celle qui animera notre repas et enflammera notre débat, à savoir: l'anticipation est-elle une allégorie du réel ou un fantasme du pire ? Avant de répondre à cette question, je vous propose dans un premier temps, un petit tour de table, histoire de prendre la température. Julien, Ouais. par exemple, Ces Fils de l'Homme, qu'est-ce que tu en as pensé ? Écoute, moi c'est un film qui m'avait déjà beaucoup plu à l'époque quand il était sorti, que je l'avais vu, et là de le revoir et de travailler dessus, je l'ai trouvé encore plus marquant, encore plus fort. Je l'ai adoré. D'accord. Mathieu ? Ouais, non, pareil. C'est un film qui est très saisissant et qui plus est, effectivement, quand tu le revois. Moi, je l'avais pas revu depuis sa sortie en salle à l'époque. C'était quoi, en 2006, c'est ça, hein? Oui, Ouais, exact. 2006. Et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué. Mais ouais, quand tu le revois, tu dis putain, intéressant. J'ai exactement en fait le même ressenti, et je pense que n'importe qui va re-regarder le film aujourd'hui, c'est pareil. Ouais, le risque, C'est quand tu l'as vu à la sortie en 2006, enfin moi du moins, c'est vrai que je le voyais comme un film post-apo, un peu qui passe bien parce qu'il est beau, la forme quoi. Mais en fait quand tu le regardes en 2021, c'est le fond qui te choque parce que t'es là avec tout ce qui s'est passé depuis. C'est waouh, une nouvelle claque dans la gueule, mais d'une manière différente. Donc ouais, très chouette film quoi. Je pense que il est beau en plus. Hein. Il est beau, oui, non, belle esthétique. Gros travail sur la photo. Donc le chef opérateur, donc c'est Emmanuel Lubezki. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est un Mexicain. Et oui, c'est à s'y méprendre. Mais c'était mec... lui qui faisait les Malik. Hein, si ah oui, il a bossé pour Malik, il a bossé pour Michael Mann. Ouais, non. La photo désaturée, tout ça, c'est. Ouais, le mec est très bon. Et après, bon, t'as la photo. Mais bon, je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Bah voilà, grillons pas les étapes. Et toi, Mike? Ben moi, Finalement. Mais moi, finalement, je l'avais vu à sa sortie, je crois. Alors, je sais pas, je pense que je l'avais vu au cinéma. C'est la deuxième fois que je l'avais vu. Il était passé à la trappe. Enfin, franchement, je m'en souvenais à peine de ce qui se passait dans le film. Et là, ça m'a fait plaisir et j'ai vraiment kiffé.
Surtout le cadrage, les mises en scène, les plans, tout ça. En séquence. Ouais, les longs plans séquences et la caméra à épaule, ça m'a bien plu. Parce que je suis un fan de reportage et puis là, ça m'a rappelé effectivement des reportages de guerre. Exactement, ouais. Donc voilà. Donc avant de parler de ce film, je vais peut-être le pitcher pour nos auditeurs qui l'ont pas vu. Donc c'est en 2027 à une époque où l'être humain ne parvient plus à se reproduire. Donc Théo, le personnage principal de ce film, se voit confier la mission d'escorter une femme miraculeusement tombée enceinte. Voilà pour le pitch. Ouais, c'est fort, hein, parce que du coup, déjà c'est l'introduction du film qui te met aussi une petite claque dans la tronche. C'est genre, c'est ça qui est très fort aussi avec ce film, c'est que, alors j'aime bien dire ça, c'est ce qu'on dit aussi dans le jeu vidéo, c'est une narration qui est environnementale. C'est-à-dire que tout ce qui est raconté, c'est souvent En arrière-plan. En arrière-plan. Magnifique. C'est-à-dire avec J'adore des ça. journaux, avec des photos accrochées au mur, avec des extraits de journaux, de journal télé, etc. Et là, on apprend en fait que justement, ça commence, c'est je crois le plus jeune être humain qui est assassiné. dernier né. Ah, le dernier né, donc le plus jeune, quoi. Bébé Diego, c'est ça? Bébé Diego, 18 qui est ans. assassiné. Et du coup, les Ouais, gens en plus, sont... ces gens, ils meurent suite à une rixe, quoi. Oui, Ouais, un truc une bête, connerie quoi. quoi. Et du coup, Il a refusé de signer un autographe. c'est ça. On est, Il y a eu une bagarre. Bah, c'est ça. En fait, après, ça développe même aussi le star system. Mais c'est ça. Mais c'est ça qui est fort, c'est que rien qu'avec cette info-là, on sait que le bébé Diego, c'est une star parce que c'est le dernier né. Il meurt et les gens sont complètement, choqués et tristes de le voir partir parce que, du coup, les gens n'arrivent plus à faire d'enfants depuis 18 ans ou quelque chose comme ça. C'est ça, 18 ans. Et du coup, c'est cette scène d'intro qui est déjà un plan séquence en fait où lui, Théo, il est dans ce bar. C'est le mec lambda. Il vient prendre un café, ouais. Qui vient prendre un café et qui regarde ça et puis qui sort du café et c'est là après qu'il y a le fameux attentat, l'explosion. Et surtout que lui s'y attarde pas parce que tu sens que c'est un personnage qui est désabusé. Ouais, il est là. Déjà dès le départ. Déjà sa tête. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est bien, c'est que la mise en scène caractérise déjà un personnage sans même qu'il ait ouvert la bouche. Oui, mais c'est génial. Ouais. Clairement. C'est vrai, tu vois, tu le vois rentrer dans ce café, tout le monde est au Et milieu. scotché sur Voilà. l'info Sur- principale du moment, C'est ça. d'abord. Et lui s'en désintéresse complètement. Il dépasse tout le monde pour vite aller au bar, enfin au guichet récupérer son café et s'en aller parce que ça le désintéresse. Il est résigné, quoi. C'est un ancien activiste, hein, c'est ça? Ouais. Et- Ça, on apprendra par la suite. Ouais, il est résigné. Et puis il y a aussi son histoire personnelle, la perte de son fils aussi, qui peut avoir joué dans ce. Pendant la pandémie de grippe de 2008. Voilà. Là, très rapidement, ouais, c'est vrai que sur cette première scène, l'ouverture, elle est très forte. Lui, comme tu le disais, il est totalement désintéressé de ce qui méduse tout le monde. Lui, il vient acheter son café. Si tu vois, en plus, quand t'as plusieurs visionnages, j'ai vu des trucs que j'avais jamais vus. J'avais jamais remarqué qu'en fait, quand lui, on l'a donc de face au premier plan, et en arrière-plan, t'as une télé comme on a dans tous les cafés, les bars et les bistrots maintenant, tu vois. Et il y a la télé qui nous fait face, mais elle est en arrière-plan, on la voit pas vraiment. Et en fait, on voit ce que les gens Sont en train de voir. C'est sont ça. en train de voir. Mmh, Voilà. exact, Donc lui, ouais. de temps en temps, il lève les yeux sur la télé, et puis on voit bien que l'info, lui, ça lui fait pas grand-chose. Il prend son café. Tout le monde, pendant toute la scène, est médusé. On commence même à entendre des sanglots, je crois, des gens qui sont pas très bien. Il sort de ce café. Alors là encore, les mouvements de caméra font des trucs géniaux parce qu'elle se C'est fort. désintéresse C'est un plan peu séquence, de lui. j'avais pas Ouais, capté, c'est un hein. plan séquence. Au premier plan. Et lui, il va sur le côté, il sort, quoi, il gère son café, donc toujours absolument pas impacté par le truc. Et là, L'attentat. L'endroit d'où il vient de sortir explose. Il y avait une bombe à l'intérieur, quoi. Et, Ça a fait polémique au final, donc dans la pré-production, hein, c'est ça. Il y a eu les attentats aussi à Londres, et donc ils ont décidé de laisser cette scène aussi, même si ça faisait référence à des moments un peu durs pour les Anglais. Est-ce qu'on peut dire que Les Fils de l'Homme c'est un produit de son époque? C'est une Oui, bonne question. complètement. Mathieu. Oui, complètement. En fait, avant tu parlais de l'allégorie. Oui. Donc là on parle d'allégorie concernant ce film-là, le terme qui reviendra toujours, c'est ce qu'on appelle la dystopie. Donc c'est ce qu'on appelle c'est l'anticiper en fait dans un avenir proche. Généralement, donc c'est pas le contraire de l'utopie, c'est plutôt sa version cauchemardesque en fait de l'utopie. Et c'est donc un monde où souvent régi par totalitarisme, des guerres, machin, voilà, ce genre de choses. À mon sens, la dystopie, dans le cadre de l'anticipation, ça n'existe pas. Puisque, effectivement, tout ce qu'on voit dans le film, en fait, c'est le reflet de la contemporanéité du moment où le film a été tourné. Oui. Donc, quand le film est tourné, tu as effectivement ces attentats de Londres. Tu vas me dire, ça a un petit peu anticipé la chose, puisque c'est lors du tournage. Par contre, tu as les attentats de New York. Tu as, déjà,
tu as Sangat, tu as déjà tous ces réfugiés dont Oui, le c'est film ça. va énormément parler. Il y a des scènes qui font référence, par exemple, à l'hommage à Lady Di, tu sais, quand Bébé Diego meurt, il y a vraiment 2 ou 3 personnes, enfin une petite foule qui est agglomérée et qui pose des photos, des fleurs, etc. Il y a la crise de la vache folle aussi, parce qu'il y a un plan où il y a la voiture qui passe en arrière-plan Oui, et il y a tu vois des bovins qui sont qui sont en train de brûler. T'as quoi encore? T'as effectivement la jungle de Calais. Ouais, mais avec là, les mais là, pour le coup, réfugiés. dans le film, c'est la fin du monde qui arrive. Mais c'est pour ça qu'il a fait la puissance de ce film, c'est ce qui s'est passé chez nous. C'est un sentiment de Dans fin le du film. monde, non? Mais entre 2000 et Mais non, mais elle arrive, la fin du monde, les gens arrivent plus à avoir d'enfants. Alors c'est pas la fin du monde, justement, c'est Non. la fin de l'humanité. Ah oui, Tu- on non, est mais- d'accord. Quand non, je mais dis la tu fin vois, du monde, voilà. je pense à la fin de On a l'humanité. la fin de l'humanité. Mais c'est l'homme qui meurt. Eh ben oui, c'est ça. C'est là où le film est, je trouve, hyper intéressant, c'est que justement, quand on parle de dystopie, on dit toujours généralement État totalitaire, fascisme et compagnie. Bon, je pense que quand tu vois ce film, à quel moment est-ce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment, on est dans une société totalitariste? Très honnêtement, ça pourrait parfaitement être une démocratie, puisque on exacerbe en fait une réalité qui est déjà contemporaine au moment où il y a la réalisation du film. Bon, quand ils font les trajets, tu sais, quand ils passent à côté des camps, etc., tu sens quand même que. Bah, c'est ce que C'est je sa dis. démocratie poussée à ses limites, en fait, c'est ça? C'est ce que je dis en fait, c'est que en fait tu à aucun moment donné tu vois le régime, tu vois pas le gouvernement. La Non. seule personne qui va représenter C'est le gouvernement, ministre, quoi. c'est le ministre, tu vois, Mhm. des arts, qui lui est un peu dans une espèce de déni de réalité, qui va essayer de récupérer un il maximum. vit dans une tour d'ivoire, quoi. Lui, il vit dans une tour d'ivoire. Soit il est dans un déni de réalité, parce qu'à un moment donné, il lui pose la question. Il lui dit, dans un siècle, l'humanité aura disparu, et toi, tu continues à recueillir le maximum d'œuvres d'art. Pourquoi? Et parce que je n'y pense pas. Mhm. Cette réponse-là, c'est vraiment à mon sens, c'est le principal luxe des classes dominantes. C'est ne pas se Ah, y soucier penser, ouais. de l'avenir, même quand celui-ci est inexistant. Puisque ils le subissent pas au quotidien, finalement, comparé à d'autres. Et Pas vraiment. en fait, il a le luxe de soit d'être dans le déni, soit de imaginer que conserver toutes ses œuvres, ça va l'inscrire dans une certaine postérité. Mais quelle postérité à partir du moment où tu n'as plus d'enfants qui vont naître? Mhm. vois Et est-ce que le réalisateur Cuarón avait pour ambition d'en faire un film politique? Ah ouais, je pense que c'est clairement Loris ça. Enfin, c'est un film qui est conscientisé, politisé. C'est un film qui veut raconter des choses, quoi. C'est clair. Il a- Bah, d'ailleurs, à la même période, Julien, oui. il participe. Ouais, à la même période, Cuarón, avec son fils, il participe à la réalisation d'un court métrage qui est en fait c'est la promotion d'un bouquin. Ah, de Klein. Ouais, voilà, Ouais. tout à fait. Ouais, ouais. Mais c'est pas après ça? Ça c'est après, c'est en Début 2007. Ouais, 2007. tout à fait. Mais alors, Parce ouais, mais qu'en- c'est ils l'ont l'état étendu. d'esprit qu'il a sur le moment, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il est clairement là-dedans. S'il accepte de faire ce projet avec son fils, c'est aussi qu'à un moment donné, il a envie de mettre le doigt sur quelque chose. Et d'ailleurs, de ses dires, c'est quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps. Quand il lit le pitch du bouquin, parce que c'est un peu comme ça que ça lui est présenté. Il a jamais vraiment trop lu le livre qui est à l'origine de cette histoire. Juste que lui, ça lui a, en lisant le pitch de ce film, de ce bouquin, pardon, il s'est dit, c'est comme ça que je vais le faire pour parler de ce dont je veux parler depuis longtemps. Ouais, moi, j'en suis pas si sûr, en fait. Alors, là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est que toute œuvre est politique. À partir du moment où tu fais une œuvre de fiction, tu fais une œuvre Bien d'art, sûr. il y a toujours un fond politique ou philosophique qui est propre à son auteur, ou même si c'est une œuvre collective au groupe qui s'intègre là-dedans. Malgré le fait que tout le monde refute tout le temps, le fait de dire que c'est politique. Je veux dire, Oui, même- oui. Je parle ça d'un point de vue des jeux vidéo, par exemple. Tout le monde dit toujours les jeux vidéo sont politisés et les éditeurs de jeux vidéo disent tout le temps non, c'est jamais politisé. Non, mais Alors ouais, qu'en fait, oui, c'est comme les films. Mais là, en l'occurrence, effectivement, le projet lui arrive. Et je pense que c'est une illusion rétrospective de se dire que il avait conscientisé ce projet-là. Il voulait faire une œuvre politique avant même que c'était en lui. Effectivement, il y a forcément au fond de lui, il a sûrement cette appétence pour des récits qui sont un peu soit marxistes ou qui vont en contre certains points de vue totalitaristes. Sûrement. Mais c'est pas lui qui va chercher le projet lui tombe dessus. Et après, suite à la réalisation de ce film-là, et je pense que c'est surtout son fils, parce que son fils, il a aussi réalisé un film par la suite sur des réfugiés mexicains, ça en Californie. Je crois que c'est surtout lui qui a imprégné de ça. Et il avait besoin de Papounet aussi pour l'aider à mettre en scène, à mettre en réalisation le film de Klein. Je pense que c'est par la suite, tu vois, qu'il s'est rendu compte avec ce film-là de l'impact qu'il a eu. Surtout quand il a fait le tour du monde pour donner des interviews. Surtout que quand tu vois que le film n'a pas marché.
Ouais, non, le film a pas marché. Ouais. Le film n'a pas marché du tout au box-office. Personne n'allait voir. Les gens n'allaient pas se déplacer pour voir ça. Ouais, grosso merdo, il a coûté quoi, 75 millions, il a rapporté à peu près 70, voilà. C'est Voilà. un échec. C'est Oui. un échec commercial, clairement. Surtout pour avoir un budget comme ça, ouais, clairement. Mais après, Cuarón, c'est un mec, enfin, j'ai l'impression, hein, vous allez peut-être me corriger, mais qui a pas de marotte dans son cinéma. Il y a des réalisateurs, quand tu vois les films, tu sais tout de suite, ah oui, lui, c'est lui, quoi. Tu vois, j'ai l'impression qu'il prend beaucoup de risques et qu'il va jamais trop. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que du coup, c'est savoir est-ce que c'est véritablement un auteur. Parce que quand on parle d'un auteur, c'est effectivement, c'est généralement quelqu'un qui dans sa filmographie a des thèmes récurrents. Voilà, c'est ça. Soit une patte visuelle ou des thèmes qui reviennent d'un film à l'autre. Bon, il a quand même des traits qui lui sont propres dans Il sa a façon de filmer. le plan Voilà, séquence. exactement. Et T'as tout à fait raison. Je pense que c'est surtout au niveau de sa mise en scène, pas au niveau des thématiques Non, qui pas sont du tout. abordées, Mm. mais au niveau de la mise en scène. Quoique, bon, il y a toujours, c'est peut-être parce qu'il est mexicain que c'est un latinos, mais il y a toujours ce petit fond chrétien. On en parlera sûrement après, on va sûrement développer. Ouais, c'est clair. Mais ça, c'est toujours très prégnant dans ces films-là. Même si il me semble qu'il a dit qu'il voulait pas spécialement l'inclure dans ce film, mais j'ai l'impression que ça colle au film. C'est comme tu disais, c'est comme ceux qui disent, non, je voulais pas faire un film poétique. Je voulais pas faire un film théologique. Oui, Ah non. mais il s'appelle t'es Théo, dedans, mec. mon Et il s'appelle Théo. On y reviendra, Non, je mais pense c'est après, vrai mais que ça c'est dans intéressant. le sens où effectivement, alors après selon la position que toi tu as quand tu commences à regarder le film, c'est une chose, mais lui quand il traite les différentes personnes qui vont interagir dans son film, il y en a pas un qui est le gentil ou qui est le méchant. Tout le monde a une bonne raison de faire les choses. Se les justifie en plus, d'ailleurs que ce soit d'un côté les poissons qui sont des terroristes, parce que en fait par une partie de la population et notamment par le pouvoir, ces gens sont vus comme des terroristes et on peut le voir encore même dans notre situation actuelle, on a des choses comme ça. T'as des gens qui à partir du moment sont contre le pouvoir établi, sont traités d'ennemis de la nation, de terroristes, complotistes, tout ce que tu veux. Et si tu te places de leur côté à eux, et des fois ils peuvent avoir de très très bonnes explications, ou en tout cas ils peuvent avoir un argumentaire qui peut s'entendre, et de leur côté ce sont pas des terroristes, ce sont des libérateurs, ce sont des Sauf des que révolutionnaires, tu vois ce que je veux dire. Et après si les gars, c'est comme on dit, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire, donc au final selon qui gagne. Mais c'est pour ça, t'as tout à fait raison, c'est pour ça qu'on pouvait pas dire que ce soit une dystopie. Parce que la dystopie a toujours, en fait, comme figure, c'est effectivement le régime totalitaire qui a la main sur ces gens-là, qui a la main sur le monde. Est-ce que, alors, je suis obligé de lire ce que j'ai écrit, parce que vous m'en voulez pas, mais je vais essayer de le retrouver. Non, mais... Tu m'en veux pas? En fait, je m'étais posé plusieurs questions, et pour te rejoindre, quels sont les antagonistes dans ce récit? Qui est l'ennemi? Le gouvernement, les terroristes, les citoyens attentistes. À chaque fois que je regarde ce film, je me pose ces questions-là. Parce que même pour le gouvernement, à un moment donné, je me disais... Après, on n'a pas toutes les clés pour répondre aussi. C'est ça. Et c'est voulu. Et c'est ça. En fait, on n'a pas toutes les clés. Ouais, bien sûr. Et c'est ce que voulait le réalisateur, quoi. C'est-à-dire nous laisser dans le flou sur déjà pourquoi cette question d'infertilité... il en parle pas. Pourquoi est-ce que il donne plus? Ouais, en fait, il donne jamais la vraie raison. Même sous forme de blague. C'est Michael Caine qui l'évoque en faisant une blague. Sous-entendu, on sait absolument pas. Vraiment. Dans le livre, c'était, je crois, les hommes produisent plus de sperme, quelque chose comme ça. Et là, il a changé en disant que c'était plutôt les femmes qui arrivent. Je crois qu'il a pas lu le livre. Non. J'ai vu une interview où il disait c'est les hommes qui sont. qu'il avait pas lu. Non, il dit pas que ce sont les femmes ou je crois pas que ce soit. Il dit rien dans en le fait. film. Il dit rien. Rien n'est vraiment dit. Ok. Voilà, encore plus quoi. Du coup. C'est difficile, c'est justement, c'est ça qui est intéressant dans le film, ça nous laisse aussi notre propre interprétation, comment est-ce que nous, on imagine que les choses se sont passées avec justement tout ce récit, cette narration environnementale. C'est ça qui est vachement bien, c'est qu'on construit nous-mêmes un peu cette histoire et ça laisse des blancs et c'est très bien. Et le changement climatique, par exemple, n'est jamais abordé en fait comme thématique. Non. C'est toujours en arrière-plan que tu vois dans la mise en scène qu'il y a un changement. Et c'est pas un thème qui est abordé par les acteurs, enfin les comédiens, les personnages du film, quoi. C'est pas balancé au premier plan, mais en fait c'est ce que tu le disait vois Lolo toujours en tout à récurrence. l'heure, c'est l'intertextualité, c'est-à-dire Ça m'étonnerait pas qu'il c'est y ait toujours en fond. Ça m'étonnerait Donc, pas qu'il. tu peux avoir par exemple, t'as la scène, alors tu prendras jamais le temps de le faire ou tu pourras pas, mais par exemple, il y a une scène où lui, il est capturé par les poissons tout au début, tu vois, et ils le mettent dans une pièce où il est encagoulé. Et cette pièce, pour obstruer les fenêtres, ils mettent des journaux, des articles. journaux. Alors tous ces articles ont été écrits. C'était un enfer à tourner, apparemment. J'imagine que ça va être dur, mais si tu pouvais lire chacun de ces articles, chacun de ces articles raconterait de quelque chose de l'histoire de ce film, de contexte. Quand tu regardes, quand il fait son plan séquence, ou alors à un moment, il y en a une scène qui est très très forte, c'est celle où il est acheminé justement en Rolls pour aller voir son cousin justement qui est donc ministre des Arts. Et donc la scène démarre au-dessus devant la Rolls, tu vois en plus
le signe de Rolls-Royce qui est devant, et toute cette misère qu'il traverse comme ça un petit peu, tu vois. Et enfin bref, et si tu regardes dans les décors et les gens que tu traverses, entre les gens qui manifestent, donc il y a des gens qui sont très religieux, qui prônent certaines choses. Mais les gens qui manifestent, c'est les Français. Bien sûr. Oui, il y a des Français. Oui, il y a des drapeaux. Non, mais je veux dire non, il y a pas que. Ah. Non, mais je veux dire, non, c'est pas ce que je voulais dire. Il y a pas que, mais filmer en train de manifester avec le drapeau à la main, Oui. c'est que des Français. Donc là aussi, on est un peu dans le cliché du Français revendicateur, manifeste. Ouais, alors je sais pas si. Je pense pas qu'il a vu ça comme ça. Ah bon? Éventuellement, si c'est un parallèle à faire effectivement avec le drapeau français, c'est que c'est un signe révolutionnaire 1789, tu vois. Enfin, c'est plutôt ça que ça rappelle. symbolisme. Ouais, voilà. Je pense pas qu'Alfonso Cuarón soit tellement au fait que les Français sont à ce point-là dans la revendication à faire des grèves parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid. Tu vois, Comment ça? Bon, c'est vrai qu'il fait chaud nouveau maintenant, ça va mieux. Allez, on baisse les micros. Non, mais c'est vrai par contre, elle est très cosmopolite, son œuvre, son film. Ça parle énormément de langues, du fait. C'est Londres déjà. Hein. Ouais, ok. Oui, c'est vrai que c'est Londres, mais c'est le dernier bastion qui tient. Et il y a plein de gens qui viennent pour se réfugier ici. Donc t'entends toutes les langues. C'est ça aussi. Et les réfugiés viennent de partout. De partout. C'est plus les pays du tiers-monde, ça vient de partout. En fait, quand tu écoutes justement tout ce qui se passe dans le monde à travers justement ces petites histoires dans le film, en fait, c'est l'apocalypse, vraiment. Genre, les États-Unis sont en feu. Oui. Je veux dire, le reste de l'Europe. Mais c'est pour ça que je me dis toujours que ce régime est un régime démocratique, parce que on peut se poser la question de un gouvernement, c'est qui tente de circonscrire, cette masse de réfugiés qui vient, c'est pour éviter le chaos. Est-ce que c'est un régime qui donc dans cette situation-là est un régime totalitaire? C'est ce que je disais avant, c'est une démocratie poussée à ses limites en fait. Mais j'ai l'impression qu'il veut montrer ça. Enfin, cette image des camps. Pour moi, c'est ce qu'il veut montrer. C'est quand même, je veux dire, il y a quand même des chansons, des chants de camps nazis dans les trucs. Avec, tu vois, les flics qui arrivent dans le bus, qui prennent ces gens, qui les torturent. Je veux dire, après, je viens parler du fond, mais lui, dans la forme, ce qu'il voulait montrer et ce qu'il voulait dire, il me semble que c'est ça quand même. Oui, il y a une chanson qui est utilisée, le titre de la chanson dans le bus, c'est ça, Arbat My Friend. Des Libertines. Des Libertines, ouais. Donc, mais non, mais moi, si j'insiste en fait là-dessus, c'est je pense qu'il veut vraiment nous rappeler que les gars, nous vivons dans une démocratie et la démocratie ne tient pas à grand chose. Vous en rendez compte déjà actuellement, donc en 2005, quand le film se tourne, qu'il y a énormément de situations qui existent dans le film, qui évidemment sont transcendées par la situation, tu vois, poussées à leur paroxysme. Et c'est juste pour nous rappeler, les gars, ça tient pas à grand chose. Sans devenir maintenant, on va commencer à débattre de la politique du moment, notre politique. Enfin, les dernières déclarations, par exemple, on peut avoir, on vit en démocratie, jusqu'à preuve du contraire. On a quand même ramassé quelques années d'état policier sympathique. Ah oui, non, mais bien sûr. On tape allègrement sur les gens qui sont pas d'accord. Bon, soit. Maintenant, ça reste, on se dit quand même largement démocratique comme pays. Et puis, suite aux événements qu'il y a en ce moment, avec le retrait des troupes américaines, les dernières déclarations de gens qui ont été élus de manière démocratique, sont quand même limite. Ce que je veux dire, on peut après chacun me trouve. C'est vrai, mais il y en a qui disent c'est vrai que si d'un seul coup on avait un afflux machin, peu importe l'idée que tu as et ton postulat, mais je rejoins Mathieu dans le sens où il dit que c'est très fragile. Notre situation, et même avec la crise du Covid qu'on a vécue, et puis là, si je dis pas de bêtises, à un moment donné, il parle aussi d'une grosse épidémie. La pandémie de grippe. Voilà, qui a mis le monde à genoux. Et du coup, si tu veux, qui a tué son gamin. Quel qu'il soit, notre équilibre. Aussi démocratique soit-il, il est vraiment sur de la glace relativement fine et il faut pas grand-chose pour que on en arrive à prendre des décisions. Même de façon dans le film, il y a que l'Angleterre qui tient le coup en fait. C'est très grave et totalitaire. Parce que c'est un pays insulaire. Oui, c'est pour ça. C'est félicité d'un pays insulaire. Après, c'est pour ça que je disais que l'anticipation dans ce cas-là n'existe pas, puisqu'il n'anticipe rien. Quand on parle de la grippe en 2008, avec notre regard d'aujourd'hui, on se dit putain, le gars il a anticipé la Covid. Non les gars, sauf qu'il y avait le SRAS, il y avait des pandémies, il y a déjà eu des pandémies. Mais c'est vrai que on est obligé de regarder ce film avec notre regard d'aujourd'hui. On se dit putain, le gars il est fort quoi. C'est Madame Soleil. Le mec il a tout prévu. Sauf que non. C'est un gars qui est clair. Alors je vais pas dire clairvoyant, mais je vais dire lucide sur ce qui se passait. Tu vois, c'est-à-dire de mettre ça en image, c'est quelqu'un de lucide, c'est-à-dire d'avoir au moins ta planète, tu sais ce qui s'y passe, tu vois, et tu peux le mettre en image. Et c'est déjà de pouvoir faire ça, c'est très fort. Ouais, il se fait témoin d'un message qui existe depuis très longtemps. Déjà, et nous, on en avait discuté en off ensemble, tu vois, c'est que ce sont des messages d'alerte qu'on a
depuis des décennies. Bien sûr. C'est juste qu'à un moment donné, un Mais gars. il faut avoir la sensibilité d'en faire un film, quoi. de Voilà, l'appréhender. Tu vois. Absolument. Et là, il le fait quand même très bien. Et je pense enfin, je veux dire, moi, ce film, je l'aime beaucoup sur le fond, mais c'est sur la forme. Déjà, la manière dont ils ont réussi à comment je peux dire, casser Londres, c'est assez incroyable, quoi. Je veux dire, les décors, comment il s'est approprié les quartiers pour les refaire de manière à la fois réaliste et complètement. On sent le futur c'est- et la pauvreté, Alors- mais pourtant on reste très ancré dans ce qu'on connaît. Ouais. C'est ça qui est génial. C'est pas un Blade Runner, tu vois. Où il y a Alors des ça néons et s'appelle. des trucs et C'est un justement, film de science-fiction. C'est un film de science-fiction et en fait, je vais utiliser un terme qui va brûler vos oreilles. Ça s'appelle la science-fiction low-key. C'est-à-dire, c'est justement ça. C'est une science-fiction qui n'est pas Blade Runner, mais qui est un cran en dessous, voire 2 crans en dessous, où on sent, comme Mathieu disait, que la société a évolué, etc. Que la voiture qui conduit, c'est C'est des Renault, non? C'est des Renault. Il y a mais- même un multiplage, je crois. mais voilà, tu vois, c'est des Renault, mais Salaud. un peu refaites parce que c'est le futur, mais pas vraiment. Et parce que Renault était déjà vachement dans le futur. Bah voilà. Renault, c'est la voiture C'est du clair. turfu, mec. Ils ont fait la Renault En Espace. fait, Du coup, tu vois, SpaceX, ça a rien à voir, mec. ils te mettent juste, comme juste 2-3 affichages, tu vois, Exactement. sur le pare-brise, voilà, qui te fait comprendre très subtil. rapidement qu'on est quand même quelques années loin. Et c'est beaucoup mieux finalement parce que t'as beaucoup de futurs qui sont imaginés. Je suis désolé, à un moment donné, tous les films qui anticipent le futur dans les années 80, 90, ils nous font voler les bagnoles. Pour l'instant, on en est très très loin. Ça, Bien sûr. tu vois ce que je veux dire? Mhm. Même là, il y a pas longtemps, j'ai vu un truc où il parle d'une moto qui va voler. Je suis impatient de voir le premier Gugus qui va tomber de pas sa moi. moto. Non mais je pense que ce qui aussi peut-être c'est ce qui a fait qu'il a été difficilement reçu peut-être par les gens parce que c'était déjà dans une époque où le marasme est quand même assez lourd entre les crises économiques comme on l'a dit, Les attentats. les ouais. attentats, les machins, les trucs. T'as un mec qui te met le nez Dedans, ouais. bien dedans et c'est-à-dire qu'en plus t'as pas la distance de te dire oui bon on voit que c'est loin quand même. Tu vois, je vois les décors et tout, ça se passe dans longtemps. Là t'es vraiment purée, t'arrêtes pas d'écarquiller les yeux en te disant purée mais c'est des trucs que finalement je vois à la télé tout le temps et en fait ce qu'il y a aussi c'est que cette situation que nous Alors qu'il y a eu Waterworld 10 et ans en avant. fait, mais plus en fait, Ça, c'est une plus dystopie. ce truc se rapproche de toi, c'est-à-dire aussi à un moment donné, je me suis dit jusqu'où on est capable d'accepter certaines règles pour les autres Mm. avant qu'elles ne s'appliquent à nous-mêmes et que du coup on les accepte plus. Et moi, effectivement, c'est un problème de spectateur. Parce que, effectivement, donc tu disais, il y a un marasme tel à l'époque où le film est tourné, et donc où il est diffusé au cinéma, et comme tu disais Lolo, le film n'a pas marché. Dans les années 70, le cinéma américain, avec donc le nouvel Hollywood, ils ont fait des films qui sont hyper ancrés dans leur époque, guerre du Vietnam, tu vois, on a les premiers tueurs en série, des films cartonnent. Des films, tu vois, qui sont faits avec des petits budgets, les gens y vont. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut voir? Déjà en 2005, hein, les gens vont pas voir ça. C'est l'avènement des films Marvel, des films de super-héros. C'est le spectateur qui a changé. On lui propose, parce que aussi on dit toujours, mais on propose pas de films intéressants pour le public, voilà, il y a que des films calibrés Marvel. Non, il y a des films comme celui-ci. Ça fait un peu encore partie des derniers films, c'est des budgets entre deux, c'est des 80 millions machin qui permettaient de faire des films C'est à pas gros des budget. super grosses productions, mais c'est Ouais, pas mais c'est déjà quand même assez confortable. Et ces films-là ne fonctionnent pas parce que le public n'en a pas envie. Le public s'est détourné de ça. Il dit non, mais c'est bon, moi je préfère voir régresser et voir des films de super-héros, des films qui me font voyager, qui me font penser à autre chose. Alors que dans les années 70, bah non, les mecs ils avaient déjà cette situation-là. Il y a la guerre, mais on dit non, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir la réalité me confronter à ça. Ouais. Et parlons. Vas-y. En fait, je m'interrogeais aussi tout à l'heure quand on parlait du fond. Sur moi, il y a un truc qui m'interpelle quand je vois ce film. Donc on dit, c'est la fin de l'humanité. La natalité est annihilée. Enfin, voilà, c'est mort. Du coup, qu'est-ce qui motive aussi bien la soumission que la révolte? Contre quoi tu te révoltes et contre quoi tu te soumets? Tu vois, à partir du moment où tu sais que c'est fini. Je me disais, est-ce que, alors ça va être un peu pompeux, je suis obligé de le lire, mais c'est une question que je m'interrogeais. Je me disais, est-ce que la révolte et la soumission sont les facteurs à la fois antinomiques et inaltérables qui font de nous des humains? Tu vois, une manière aussi quand tu te révoltes, même quand tu sais que c'est fini, de dire, hé les gars, je suis vivant, j'existe. Tu vois, c'est un truc qui me surprend quand je vois ce film. Je m'interrogeais là-dessus en me disant, putain, mais c'est la fin en fait. Il y aura plus d'humains. Tu te bats pour quoi alors? Ah ouais, non mais Bonne c'est question. pour le panache. Et je pense qu'on le voit dans le jeu d'acteur Panache. de Clive Owen, qui fait ce mec justement désabusé, triste, mais qui continue d'avancer, et puis justement qui se voit, comment dire... Justement, Loris, parlons un peu des personnages et de leur évolution dans l'histoire.
Justement, Allons-y. Allons-y. pour moi, ça pourrait être un film muet. Ça pourrait être un film muet qu'on le comprendrait de la même manière. Les personnages, du moins, après, je veux dire, Clive Owen quand il joue, déjà, je trouve qu'il est admirable, super bon dans le film. Les émotions à travers son visage. Bon, il a des scènes où il craque quand son ex-femme se fait tuer, génial. Mais il a aussi ce côté un peu stupide, un peu humoristique de temps en temps, c'est-à-dire il va mettre des tongs, il va marcher avec les tongs, et jusqu'à ce que Jasper se fasse tuer sous ses yeux, où là on passe à un truc très brutal, très dur. Et je trouve qu'il grandit en fait à travers le film, c'est-à-dire qu'au début on a effectivement ce mec désabusé et qui va devoir devoir escorter cette femme enceinte jusqu'à devenir en fait le héros un peu de la civilisation, et surtout il va aussi exorciser la mort de son enfant à travers aussi sa mission, parce que je vais parler peut-être de la fin du film, je sais pas si je peux déjà en parler, mais elle est terrible la fin du film quand il est dans le bateau avec elle et qu'il lui montre comment faire rôter son enfant, tu vois, et qui meurt juste après. C'est le dernier geste de passage de relais à la vie. C'est à la fois terrible et très optimiste. Exactement. Pour reprendre, c'est vraiment ça, parce que pour moi, le début de sa quête et la fin de cette quête, elle est liée en fait à l'espoir. Si tu veux, pour moi, l'être humain, il se réalise en ayant des enfants. Il faut avoir de l'espoir. En gros, c'est même pour te dire, à un moment donné, on me disait que c'était pas important, par exemple, d'aller en vacances. L'important, c'était d'en faire le projet. Parce que ce qui était important, c'était que tu fixes ta date pour tes vacances ou pour peu importe ce que tu as envie de faire. La période qui précède, c'est la période de fantasme. Tu vas fantasmer cet événement, peu importe ce que c'est. Tu vas le voir comment ça pourrait être au mieux. Et tu vas passer des moments parce que dans l'anticipation de ce moment-là, tu vis bien, t'es bien, et ça t'aide à avancer et finalement à avancer chaque jour, tu vois, même si c'est pas drôle, le boulot, le machin, le truc, t'as ce truc-là qui t'attend. Tu vas vivre cet événement et généralement, c'est en dessous de tes attentes, assez souvent. Donc c'est-à-dire il va se passer un truc dans tes vacances, ça va pas se passer comme tu veux, ton train ou ton avion va être en retard, ou tu vas à ton hôtel, ça va mal se passer, la chambre elle va être pas bien, peu importe, tu vas avoir des galères. Et plus le temps ensuite va avancer après cet événement-là, plus même les plus mauvais moments vont devenir finalement des bons moments. C'est des moments de souvenirs où tu te marres, tu te rappelles quand on a galéré comme c'était pas permis, et puis qu'est-ce qu'on s'est marré, machin. Tu s'en souviens pas. Et donc, t'es sûr que j'étais là? Et donc, si tu veux, en fait, tant qu'il y a de l'espoir ou tant qu'on peut fantasmer l'avenir, tu as une bonne raison d'affronter ton présent. Et en moment, l'humanité, à partir du moment où l'homme, tu lui enlèves la possibilité d'avoir un enfant, il a plus aucun espoir. Comme il dit, si ça fait 18 ans qu'on s'est pas reproduit, au bout d'un moment, le dernier mec qui est né, quand il arrivera au bout de sa vie, on peut lui dire au mieux, ça va être 90 ans, c'est terminé, il n'y a plus personne. Et donc, comme dit, il n'y a plus aucune raison de rien faire. Donc c'est pour ça avec ce constat-là que ce personnage est au départ apathique, un peu. Au départ, si tu prends, parce qu'au départ du film, oui, mais si tu prends l'histoire de Théo, Théo c'est un activiste, c'est un mec qui croit, qui se bat justement, tu vois, qui se laisse pas faire et qui veut une meilleure situation. Comme l'explique Michael Caine, à un moment donné, c'est à la mort de son fils qu'il perd l'espoir. Et d'ailleurs, il fait le parallèle entre la foi et l'espoir. Et il dit, l'enfant de Théo, c'était son espoir et il est mort. Et au moment, si tu veux, c'est un peu cette allégorie où l'enfant de qui, c'est l'espoir de Théo, l'espoir de l'humanité qui renaît. Et le dernier truc qu'il fait, c'est qu'il lui dit comment le garder en vie, tu vois, comment garder cet espoir. Et lui s'éteint en donnant ce dernier truc. Donc en fait, c'est vraiment, lui, c'est ça, se sacrifier pour faire renaître l'espoir. C'est une césure justement, le fait la découverte de la femme enceinte de qui change complètement le personnage de Théo. À ce moment-là, il passe à l'action, alors qu'avant il était un peu, comme tu disais, peu blasé, passif, apathique. Bon, après très lucide sur le monde qui l'entourait, mais c'est à partir de ce moment-là où il découvre qui est enceinte dans l'étable, on va y revenir, où il passe radicalement à l'action et son comportement change. Ouais, alors moi c'est marrant quand tu parles d'espoir. Moi je voyais pas ça comme ça. Je voyais justement en fait Théo, donc on va le dire, voilà, c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu n'a pas besoin d'espoir, Dieu a besoin qu'on croit en lui. Dieu, si on croit pas en lui, n'existe pas. Théo ne croit plus en lui. Il est victime de ce qu'on appelle l'aboulie. Donc c'est la perte de volonté, la volonté de vivre et la volonté de croire.
c'est au-delà même de l'espoir, c'est avoir du désir. Pour avoir du désir dans la vie. Et étymologiquement, le désir, ça signifie, c'est la constellation. C'est ce qui guide le marin pour naviguer. Si il n'y a plus ce désir-là, s'il n'y a pas cette constellation qui apparaît, il est perdu. Donc il y a perte de croyance. Tu vois, c'est comme Schopenhauer qui disait Dieu, en fait, on n'a pas besoin de croire en Dieu. Si on croit en Dieu, c'est qu'il n'existe pas. On a besoin de savoir en Dieu. Théo, lui, ne sait plus. Il a peu besoin de croire, il ne sait plus. Cet homme-là n'existe pas dans le monde dans lequel il vit. Donc, il y a la perte de Dieu. On le voit dans le film. Il y a beaucoup de gens, il y a des sectes qui se forment. Ça me fait penser à The Hell of Towers. Tu vois, des sectes se forment, c'est par contrition aussi, pour dire on a commis ça parce qu'on voyait plus Dieu. Et c'est pour ça que tous les signes en fait que moi j'y voyais, c'est qui font référence au christianisme ou à la religion en règle générale. C'est que lui, à un moment donné, il y a ce truc un peu facile, c'est effectivement quand tu es dans l'étable où il voit qui est enceinte, et puis c'est la nativité. Oui. Et lui, la première chose qu'il dit, oh my God, ou Jesus Christ, tu vois, il dit un truc comme ça. Après coup, elle, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle va lui dire que elle est vierge. Tu vois. Donc tout ça, ce sont des. Ouais, c'est une boutade. Hein. C'est bien sûr, c'est une boutade. Et tout ça, c'est pour tirer le trait de la symbolique qui, à mon sens, est complètement vain. Ça ne sert à rien. Par contre, tu penses qu'il cherche justement ce côté pas subtil? Ouais, je pense qu'en même temps, des fois, c'était pour désacraliser le truc. Okay. Parce que son personnage à lui, en fait, son personnage à lui, on peut le voir en même temps comme le monomythe de Joseph Campbell, comme dans Star Wars, le mec, à un moment donné, c'est un personnage lambda, il se retrouve à une situation qu'on le sort de sa torpeur, on le sort de son environnement pour vivre une grande aventure, pour le dépassement de soi, ce qu'il va faire. Sauf qu'en fait, là, en l'occurrence, c'est Dieu qu'on sort, tu vois, de sa torpeur. Donc, du coup, Dieu croit nouveau en lui. Et en croyant en lui, la vie renaît. Tu vois, pas mal. C'est comme ça que je l'avais vu, moi. Aussi. Ouais, c'est une bonne analyse. Après, c'est vrai que moi, quand j'ai regardé le film, je me posais la question si c'était tous ces signes un peu bibliques. Quand tu regardes un peu bêtement, ça peut paraître lourd et pas très fin, mais à mon avis, c'est fait exprès. Enfin, c'est justement comme disait Mathieu, pour désacraliser tout ça et puis pour un peu dire bon, ok, on fait des allusions à ça, mais bon, faut outrepasser toute cette symbolique pour voilà. Comme tu disais, c'est drôle. Mais c'est drôle. Quand lui dit mais qui est le père, et puis qui a dit mais voyons, je suis vierge. Là on tire, on grossit tellement le trait, tu vois. Si on dit les gars, vous parlez de subtilité, moi je m'assois dessus. Y a pas de souci. Mais c'est super marrant. Et toi, surtout qu'il y croit, quoi. Pas qu'il y croit, mais il a une réaction. À un moment donné, il fronce les sourcils, il a l'air de dire quoi. Mais attends. Mais tu sais quoi, mais même moi, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont tellement mis une espèce d'aura assez christique, comme ça, tu te dis. Ma gueule, quoi. Elle est vraiment vierge, c'est quoi? On va où, là, maintenant? C'est un peu ça, Ouais, tu disais, toi, tu pensais que le film n'arrivait pas à se détacher de cet aspect biblique. Justement, oui, c'est un peu, ça rejoint la conversation qu'on a là, parce que. T'as suivi la conversation? Oui, tout à fait. Ouais, parce qu'il y a aussi cette scène de fin où il y a la musique, je veux dire, quand il sort, après la fin de ce fameux plan séquence de 6 minutes où il sort avec l'enfant, avec qui a l'enfant entre les bras, tout le monde s'arrête. Tout le monde le regarde, s'agenouille. Les gens se mettent à genoux, commencent à prier. Il y a la musique, signe de croix. Il y a une musique aussi, je crois, utilisée dans certaines processions, etc. Voilà, comme je le disais et comme on l'a dit, il y a beaucoup de signes qui font que c'est difficile de s'en détacher. Et justement, moi, je me posais une question, mais qui apparemment, on a répondu à la question, qui est en fait que c'est pour désacraliser le tout. Donc c'est vrai qu'il y a une ça fait de belles images. Ça fait de très belles images. À un moment donné, moi, c'est pour ça que quand je disais, c'est que Cuarón, quand il récupère le projet, je pense que c'est le genre de gars, un peu comme Fincher, qui vont adapter le projet selon leurs désirs techniques. Harry Potter. Alors moi, c'est le seul Harry Potter que j'ai vu, c'est une claque visuelle. Bah oui. et d'ailleurs, après Harry Potter 3, bon déjà c'est le meilleur, et après Harry Potter 3, on se rend compte qu'en fait tous les réalisateurs qu'on suivi sont adaptés au style de Cuarón, parce qu'avant c'est du Columbus qui fait 1 et 2, et il y a un style qui est graphiquement c'est pas ouf en fait. Cuarón arrive, il met sa patte, ça calme tout le monde, et tous les gens qui ont suivi après ont repris son style. Alors moi je les ai pas vus, c'est petit aparté Harry Potter. A priori c'est celui qui a le moins bien marché parce que justement il est très sombre. Alors je sais pas si c'est lié au roman parce que je les ai pas lus non plus. Non. Mais effectivement le film est sombre. C'est vachement dark. C'est la première fois où t'as des morts importants en fait. Bien sûr. Et puis même dans toute la. Pour les enfants c'est pas terrible.
je pense. Dans l'imagerie et puis dans la manière de filmer, c'est sombre. Oui, c'est quoi. sombre, C'est c'est assez très glauque sombre. par C'est moment, désaturé etc. aussi tout de suite. Je sais pas si c'est pour ça qu'il a pas marché. C'est une bonne question. D'ailleurs, je sais pas s'il a pas marché. Enfin, il a marché. Non, il a un Il a Harry moins Potter bien a marché. forcément marché. Ouais, Il a cartonné évidemment, mais il était en deçà en fait a priori des autres Harry Potter. Bah, ça m'étonnerait pas que ce soit pour ça, mais en tout cas, moi, à mon avis, ça reste le meilleur et ça a une vraie plus-value. Il y a eu une vraie plus-value. Et encore petit aparté sur un autre film de Cuarón, moi c'est Gravity, j'en parlais tout à l'heure en off, que moi j'adore. Pour moi, ce film-là, alors là je vais pousser, tu vois, le truc, la référence parabolique à déjà tout de Donf. suite que tu aimes beaucoup Sandra Bullock aussi. Alors, j'aimais pas trop Sandra Bullock, en fait, elle m'indifférait un peu et je la trouve super dans le film. Mais ce film-là, très honnêtement, c'est une révolution au même titre que l'entrée du train dans la gare de La Ciotat par les Frères Lumière. Mais vraiment, pour moi, c'est une révolution ce film-là. Mais quand je parle de révolution, c'est dans les conditions dans lesquelles moi je les ai vus, c'est-à-dire au cinéma en 3D. 3D, ouais. La 3D, moi je chie sur la 3D, je ne supporte pas la 3D. Il y a 2 films pour lesquels c'est hyper important, c'est Gravity et Avatar. Mais Gravity, c'est un truc de malade. Parce que il y a un truc tout simple. Mike, j'ai 2 minutes ? Oui. Merci. Je raconte vite fait une petite histoire. Vous connaissez Steven Spielberg ? Oui. Non ? C'est un petit gars, bon, avec des lunettes. Steven Spielberg, il a 15 ans. Il se retrouve dans les bureaux c'est une histoire qui est un peu connue quand même. Il se retrouve par chance, la fait vite, dans les bureaux de John Ford. John Ford, donc c'est la Bible du cinéma américain, donc Les raisins de la colère, La prisonnière du désert, bref. John Ford, c'est pas le mec le plus sympathique du monde. Spielberg, arrête de te marrer. Parce que ma langue a fourché. Le gars, il peut fourcher sa langue. Mais 10 fois ma mission, on s'en fout. Il est sympathique. Un petit peu allemand sur les bords. C'est ça. C'est une patiche. Il est très sympathique. Et du coup, Spielberg se présente à lui, il dit voilà, je veux faire cinéaste. Donc, Ford n'étant pas très sympathique, il lui dit ah ouais, tu veux faire un cinéaste. Ok, d'accord. Tu vois là dans cette pièce les tableaux qu'il y a autour de toi? Il fait ouais, je vois bien. Donc les tableaux qui représentent le Grand Ouest avec des chevaux, des machins. Donc il dit tu vas à chaque tableau, voilà, tu vas au premier et tu me montres l'horizon. Ah le mec il met le doigt dessus, il fait non. Il est où l'horizon? Décris-le-moi. Ah il est en haut, machin, ok d'accord, très bien. Passe au suivant, il est où? Bah là il est en bas à gauche et puis là il est... Ok. Il fait le jour où tu comprendras que l'horizon en fait n'est pas obligatoirement être au centre de l'image, tu seras probablement un grand cinéaste. Que l'horizon peut être partout. Tu peux jouer avec l'horizon, cette ligne d'horizon. Cuarón, là où il a été encore plus fort, c'est qu'il s'est affranchi de l'horizon. Parce que toi, quand tu fais un film, bah forcément, ta ligne, c'est l'horizon. Parce qu'on est sur la Terre. Ouais. Cuarón, il a filmé donc dans l'espace. Dans l'espace, je vais rien vous apprendre, il n'y a pas d'horizon quand tu es dans l'espace. Compliqué. Dans tous les films de science-fiction qui se déroulent dans l'espace, bah, il y a toujours un point d'horizon, c'est inévitable. Là, ils ont réussi à toutes les séquences. Mais avec ces caméras, avec ces plans séquences, avec ces bras articulés, à nous perdre, nous. Les personnages sont perdus, on est perdus aussi. Quand tu le vois en 3D, je te jure que t'es avec les gars. Toi aussi, l'horizon, tu ne le vois plus. T'es auprès d'eux. Moi, j'avais jamais vu une expérience pareille cinématographique. Jamais. Là, je vais te donner un exemple depuis la gare de la Ciotat, les Frères Lumière. Non, ça m'avait impressionné. Et c'est un film, moi je me souviens, beaucoup de gens, après l'avoir vu, m'ont dit non mais quelle arnaque ce film. Ah, il n'y a pas de scénario, c'est le truc classique comme pour Max Ferrero, il n'y a pas de scénario. Je dis, mais les gars, c'est comme là pour Les Fils de l'Homme. Le scénario se déroule devant tes yeux grâce au plan séquence et grâce à la mise en scène. Tout à l'heure, Lolo il disait ça pourrait être un film muet. Et putain, mais il a tout à fait raison. Sans déconner, c'est la force de la mise en scène. La mise en scène peut se passer du textuel. Tu fais grâce au mouvement de caméra, putain, tu comprends tout. Et c'est quand même un super compliment pour un film. Je veux dire, quand on te dit ton film, on peut le suivre, personne parle et on comprend tout. C'est quand même, je veux dire, c'est simple. Ça veut quand même dire que tu sais mettre en image les choses, l'action et tu. D'autant plus que la caméra embarquée comme ça à l'épaule est incroyable. Et alors, on en avait déjà parlé aussi 1917. Bon, les plans séquences, c'est pas non plus des prouesses. Enfin, c'est des prouesses techniques dans le sens où il y a beaucoup d'efforts et beaucoup de choses à imaginer. Sauf que ça raconte rien. Ouais, non mais oui. Non mais la différence de 1917, c'est ça ça raconte pas grand chose. Ça a pas séduit Mathieu effectivement, mais même si Roger Deakins est un très grand chef opérateur. Non mais ce que je veux dire, c'est au-delà de la prouesse technique quand c'est vraiment fait en plan séquence, c'est-à-dire en une seule fois. Là, c'est l'idée de faire un plan séquence où on ne coupe pas l'action et on continue à tourner. Bon, effectivement, il s'en est servi. Il y a quelques raccords, voilà, mais après parce que c'est pour pallier à des raisons techniques, parce qu'il y a énormément de mouvements, t'es dans la bagnole, tu peux pas faire ce que tu veux, mais il a un vrai propos. Quand il utilise le plan séquence pour de bonnes raisons et justement ça traduit quelque chose.
Et en plus de ça, il y a vraiment une prouesse technique derrière. Parce que ils ont fait des trucs complètement dingues pour pouvoir y arriver. Et c'est vraiment impressionnant. Mais il y a une quand tu sais pas, pas quand tu sais pas l'analyser. Moi, Parle-en comme un spectateur qui va voir le film. T'es happé dans la scène, je veux dire, complètement. un plan séquence. Ouais, je me demande pas, tiens, comment il a fait pour passer la caméra d'un côté à l'autre puis pour sortir de la voiture. Justement, toute la force, c'est que tu vois pas. C'est un plan séquence. C'est comme dans Gravity. Quand tu es happé, comme tu disais dans le film, l'immersion est telle, tu te rends pas compte de cette technique. Tu vois pas le plan séquence. Nous, on voit le plan séquence parce qu'on a revu le film. Moi, je me souviens, à l'époque, quand j'ai vu le film, j'avais aucun souvenir des plans séquences. J'étais juste là, j'étais dans l'action. Putain, il y a la bécane qui débarque, il y a la voiture qui déboule sur la route. Tu vois pas tout ça. Parlons-en de cette plan séquence de fou furieux quand il s'évade de la ferme, quoi. Avec la voiture qui dévale la pente. Quand il essaie, mais là en plus il arrive à te tenir en haleine complètement parce qu'il a pas la clé. Exactement. Donc il faut qu'il arrive à démarrer la bagnole dans la pente. Mais ça je pense qu'on parle de deux scènes différentes là. Moi, je parlais d'abord du premier plan séquence, effectivement, le premier, non pas le premier, mais là, effectivement, quand ils vont se rendre justement à la ferme. Ils vont à la ferme. Et c'est là où Julian se fait assassiner. Avec la poursuite, ils sont poursuivis. Les motards et puis il y a les gens qui déboulent. Ça, c'est incroyable. Et justement, sur cette scène-là de la scène dans la voiture multiple là. C'est ça, c'est une multiple, je crois. Alors, il y a trois gros plans séquences. Il y a celle avec les motards, il y a l'évasion de la ferme, et il y a le dernier avec c'est la guerre civile dans le camp, quoi. Avec les militaires. Et dans cette scène-là, donc avant que Julian ne décède, j'en parlais à Mathieu il y a quelques jours. J'avais lu qu'il y avait l'utilisation, il y avait de l'orange, le fruit, l'orange. Il y avait l'utilisation de l'aspect macabre de l'orange, du coup, qui était toujours utilisé dans ce film-là pour annoncer ou qui apparaissait avant un drame, un événement dramatique, c'est-à-dire Myriam qui est au milieu là, sur la plage arrière là, et elle est pas sur la plage arrière. En fait, c'est le toutou qui remue la tête sur la plage arrière. Non, elle est assise derrière, pardon. Et elle mange une orange, c'est juste avant que Julian se fasse assassiner. Il y a aussi la scène où et dans le camp de réfugiés, assis sur un lit avec une vieille dame et qui lui épluche une orange et qui lui sert les quartiers d'orange. Et c'était juste avant les émeutes. Et il disait que c'était un aspect macabre qui avait déjà été utilisé, par exemple, dans le film de Coppola, Les Parrains. Alors moi, j'avais aucune idée de ça. C'est pour ça que j'ai posé la question à Mathieu s'il était au courant de ça. Non. Et puis depuis qu'on en a parlé, c'est vrai, je me suis pas renseigné. Moi qui ai vu Les Parrains plusieurs fois, j'ai pas les souvenirs. Mais en fait, je vais répondre un peu à côté, mais quand elle donne l'orange, elle donne à chaque fois l'orange à la jeune fille. À qui? Tu vois? Et c'est parce qu'elle a besoin de vitamines, en fait, elle est enceinte. Puis les agrumes, c'est très riche en vitamine C. Moi, j'ai pas vu d'autres symboliques derrière. D'accord. Parce que je t'avoue, j'ai pas regardé, mais alors j'ai cru comprendre. Non, mais il peut y avoir alors j'ai cru comprendre qu'il peut y avoir une symbolique de la trahison dans l'orange. Mais en règle générale, c'est quand même... Qui a volé l'orange? Ouais. Bah oui. Exactement. Ah bah voilà. Mais on a le fin mot. Non mais je l'ai entendu ça aussi, ouais. Moi, j'avais pas capté. Histoire de d'orange et puis alors moi, j'ai pas vu d'orange du tout. Par contre, j'ai vu Charlie Hunnam avec des dreads. En plus, voilà. Donc c'est interdit ça. Qui s'appelle Patrick. Ouais. Non mais ça maintenant, faut leur dire. C'est fini. C'est un blonde. Les rastas blanches dans les années 2000, les gars. Enfin, non, stop. Quand j'ai vu ça, j'ai quand même. Mais tu sais que je me suis rendu. Faisons sa filmographie. Hein. Charlie Hunnam. Ouais, vas-y. Alors, il a joué Sons of Anarchy. Bon, déjà dans Sons of Anarchy. Le héros. Ouais. Sa filmographie, il a joué donc le fameux film dont j'ai oublié le nom où il est hooligan à West Ham avec Hooligans, exactement. Très bon d'ailleurs. Il en a eu d'autres dont il a fait un avec Sissi, il a fait celui où il est le roi Arthur. Ouais, bah oui, c'est moins bien. C'est Guy Ritchie qui a fait ça. Il a fait pas mal de films avec Guy Ritchie, ouais. Pour les meilleurs, quoi. Ouais. De toute façon, faudra le dire un jour, Guy Ritchie, bon, il est nul. C'est bon. T'es méchant. J'ai Guy Ritchie que j'ai bien aimé. Bah non, mais il a fait un sous Tarantino dans le début des années 2000. C'est du sous Tarantino. Après, c'est rigolo. Mais faut arrêter de se palucher avec Guy Ritchie, quoi. Faudra en parler. Sans déconner. Effectivement. Parlons. Moi, je suis désolé, j'ai bien aimé. C'est clair. Parlons un peu de la technique. On en a déjà un peu parlé de la technique du film, de l'utilisation des plans séquences. Il y a aussi l'utilisation de la caméra à épaule. Ouais. Steadicam. Voilà. Filmé comme un documentaire. Filmé comme un documentaire, ouais. Reportage. Et Mathieu maintenant ne parle qu'en mots-clés. C'est ça.
en courte focale. Encore, voilà, bah justement la courte focale, caméra épaule, voilà. Est-ce que ça a servi le film d'après vous, Mathieu, par exemple? Ah bah, de toute façon, la courte focale, c'est bon. Pour ceux qui savent pas, ça donne du grand angle. Là, c'est tourné en 35. Donc, tu utilises des courtes focales. Généralement, c'est des focales où la distance est de moins de 50 mm. Avec et généralement, c'est ce que tu utilises justement quand tu fais des reportages. Donc, la caméra épaule en Steadicam, bah ça participe à cette immersion, tu vois. Et donc t'es proche du personnage principal. Tu vois l'arrière-plan. Ouais, ça donne la profondeur de champ. Profondeur de champ. Ouais, ça donne une bonne profondeur de champ. Ce qui est intéressant, parce que je trouvais aussi dans la mise en scène, c'est que à la différence par exemple du found footage où tu vas avoir de la Steadicam, enfin où ça trempe de partout, shake again. Ouais, bah, Ce qui m'a plu, c'est qu'en fait la caméra, elle est toujours en fait un peu en retard. Elle cherche l'événement. Ouais, ok, un peu. Elle a une liberté aussi. Eh ben c'est ça. En fait, elle est en fait, t'as l'impression qu'elle est collée au basque de Théo, mais pas systématiquement. Non, parce qu'elle prend des libertés. Elle prend des libertés. La première, je t'arrête. Je t'arrête maintenant. Non, mais je veux parler juste. Pas sanitaire ou mes papiers. Juste la première scène avant le titre, donc juste au moment de l'explosion, donc avant l'explosion, pardon. Il sort du café où il vient de se prendre un café. Justement. Et je t'arrête, c'est redondant. Et donc il tourne à gauche, mais le caméraman part à droite. Ouais. Voilà, et puis il revient après sur Théo, tu vois. Donc il y a des prises de liberté, genre par exemple quand il est sur le quai de train, je crois, ou de métro, et tout d'un coup la caméra, lui on perd le personnage, mais la caméra s'attarde sur les cages. La cage des réfugiés, et puis revient après sur le personnage principal. Est-ce que c'est un acteur mais le décor c'est un acteur à part entière. C'est l'histoire. Oui, c'est nous, oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que lui, c'est un acteur du récit. On est acteur du récit parce qu'on se rend compte avec ça de ce qui se passe en arrière-plan parce que Théo sur le quai de gare, comme tu dis, quand il voit les réfugiés, Théo il a pas d'intérêt à s'y attarder. Exactement. Puisqu'il connaît, il passe tous les jours. Bah oui. Toi, en fait, on te présente par la mise en scène, en fait, l'environnement, comme je disais tout à l'heure. La narration environnementale, comme vient de me dire Lolo. Et donc du coup, il me l'a soufflé dans l'oreille. Et du coup, lui, en fait, la caméra, nous, on s'attarde justement sur ces éléments-là pour nous présenter. C'est ça qui est génial. Bah oui. Il te donne les clés, enfin il te laisse, tu dis démerde-toi. Voilà ce que je te montre et à toi de t'imprégner de ce monde-là. Ça, pendant qu'on entend autre chose, on voit certaines choses qui nous donnent des éléments. Alors ça peut être, comme dit, sur le contexte historique, sur le géographique, sur un personnage. Par exemple, le personnage de Michael Caine, j'ai oublié son prénom dans le film, Jasper, qui est merveilleux. Enfin, l'histoire de lui et sa femme, elles sont folles. Et celle-là, tu l'apprends. Bon, il en parle un tout petit peu, mais tu l'apprends sur un travelling qu'il fait sur la déco qu'il a dans la maison. Parce que c'est un ancien cartooniste. Lui, c'est un cartooniste, et tu vois justement, il a toute une sémantique sur les. Justement, ça m'a touché en tant qu'Alsacien. Sur les cigognes. Ah oui, la blague elle est bien. Ouais. Tu vois, il fait des dessins, et justement, lui à l'époque où donc il est encore cartooniste. Il y a la blague sur les cigognes. Ouais, il fait la blague effectivement sur les cigognes qui est très drôle en plus. Très drôle. Et ces dessins, tu vois aussi, il dessine des cigognes et tout, mais c'est comme ça qu'on te montre donc qu'il est cartooniste, qu'il fait aussi de la caricature et qu'il est engagé politiquement, étant donné qu'il fait un peu hippie sur les bords. Ouais, il aurait pu dessiner un ancien hippie, par exemple, tu vois, largement. Et puis à côté, tu passes sur un article qui parle de sa femme, qui est beaucoup plus grave parce que elle a quand même, elle est à moitié, elle est complètement amorphe, elle ne parle plus, elle est paraplégique, je crois bien. En fait, on sait pas exactement ce qu'elle a parce qu'il l'explique pas, mais tu lis dans un article, encore une fois sur ce petit travelling là sur les cadres qu'ils ont à la maison, que c'était une journaliste et qui aurait été, d'après leur dire, interrogée de manière assez violente par, je sais plus si c'est le MI6 ou si c'est, peu importe, mais ce sont des agences gouvernementales, assez violentes, qui l'auraient mis entre guillemets dans cet état-là, quoi. Ce que j'ai juste trouvé fort, effectivement, c'est que généralement pour caractériser un personnage, tu as besoin de temps. C'est sur la durée. Jasper, en final, il apparaît quoi? En tout et pour tout. Il a 4 scènes, 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Ouais. Et pourtant, la caractérisation se fait dans ce laps de temps. Et l'émotion, effectivement, quand Jasper va se faire tuer, et la relation qu'il a avec sa femme, et quand se faire tuer, donc il prévoit en fait même le suicide, la mort de sa femme, tout ça, mais ça fonctionne super bien. Et alors que normalement, t'as pas eu tellement de temps de t'attarder sur eux, et pourtant, c'est touchant. Voilà, c'est du surcadre là. Et tu parles. Titus, elle m'a. Justement, on parlait de ça. Tu parlais de suicide, mais effectivement, il y a l'État qui autorise ou qui donne des kits aux gens pour qui veulent se suicider.
qui s'appelle comment Quiétus. Quiétus, ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'il donne à sa femme avant de lui mourir. Bah, d'ailleurs, il en joue parce que la première fois, si tu veux, quand Théo revient sans prévenir, on les voit tous les deux avec la boîte de Quiétus qui est ouverte au sol. Ils sont tous les deux, ils ont l'air en fait d'avoir fait un suicide collectif tous les deux, ouais. Et quand il arrive, effectivement, il pas du tout. Et puis, putain, dans quel état Et nous, on y est tous, hein, l'intensité là. Mais on est là, il l'a fait, quel truc, machin. En fait, pas du tout. Et au final, donc, c'est comme s'il exorcisait le truc, mais quand tu le repasses derrière, qui fait exactement la même chose. Ben, au final, c'est une scène très très forte. Mais effectivement, oui, c'est donc on a autorisé c'est quand même l'euthanasie, quoi. Mais c'est quand même difficile de pas voir les poissons comme les méchants quand même dans le film, quoi. Enfin, je veux dire, ils tuent tout le monde. Enfin, ils tuent les gens qui se mettent un peu sur leur chemin. Mais ils font ça, mais pour justement alors non, on peut leur trouver des bonnes raisons pour combattre en fait l'injustice que subissent les réfugiés. Ce qu'il y a, c'est que mais pourquoi tuer un cartooniste et pourquoi vouloir récupérer qui? Par exemple, j'ai une question. Par exemple, qui c'est un espoir ou un enjeu de pouvoir dans ce film-là? Les deux, mon capitaine. Très bien. Justement, ouais. Mais en fait, tu posais la question de savoir aussi pourquoi il tue. Mais en fait, on sait bien que dans toute révolution, parce que là, c'est pas une pseudo-révolte, hein, on est dans une révolution, l'intérêt dépasse même, tu vois, la raison. Tu t'abstrais complètement de... Ouais, tout à fait. D'ailleurs, l'attentat auquel il survit tout juste Théo tout au début du film, quand il est face à eux, il leur dit j'ai failli crever sous une de vos bombes là. Et puis Julianne Moore lui répond non, on fait plus ça. Oui, on fait avec beaucoup de désinvolture. Ouais, on fait plus ça. Non, on fait plus ça. Non, on a arrêté. Bon, pas efficace. Alors qu'en fait, c'est eux ou pas? Mais on saura pas. On sait pas. Hein. On sait pas. Il le revendique pas. Il dit c'est l'État. Le poisson dit non, c'est pas nous, c'est l'État qui fait ça pour justement nous faire passer pour des méchants. Quoi. Exact. Attends, mais pour répondre quand même à ta question, dans le sens où effectivement ils ont leurs bonnes raisons. Le truc qu'il y a, comme dit Mathieu, c'est que leur cause à eux, ce sont les réfugiés. Le fait que qui soit une femme réfugiée et qu'elle soit la mère de l'espoir de l'humanité, forcément, politiquement, ça va changer le statut des réfugiés et tu pourras plus les traiter de la même manière. Sachant que l'espoir peut naître d'une de ces femmes, c'est plus du tout la même chose. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est utiliser l'enfant pour faire ça. Donc ils ont peur aussi que l'État le récupère et disent qu'en fait cet enfant il est né d'une autre femme. Parce que voilà, on s'imagine très facilement qu'effectivement on pourrait manipuler le truc et faire ça comme ça pour surtout pas changer la donne et ce sera un enfant de couleur. On s'en fout. Le problème, c'est pas la couleur, c'est le réfugié. Peu importe je vais t'apprendre un truc dingue, mec. Mais en Angleterre, il y a des gens de couleur qui n'étaient pas des réfugiés en 2005. En 2005. C'est dingue, hein. Donc mais ça peut être un enfant de couleur. Mais et après, il y a aussi la volonté pour qui de rejoindre le bateau, le Tomorrow. Puisque là aussi, alors ça, c'est Julianne qui elle veut la sauver tout simplement et l'envoyer vers ce Tomorrow, vers le lendemain. Et Tomorrow, dans la dystopie qui à mon sens n'existe pas, elle représente l'utopie. Oui, c'est ça, l'espoir aussi. Ouais. Et du coup, en fait, c'est ça aussi. Il y a une scène, moi, j'avais pas compris ça la première fois que j'ai vu le film, et je l'ai compris qu'en regardant là. Et quand il y a cette fameuse scène dans la voiture où ils se font attaquer, les motards. Alors il y a le motard, celui qui conduit la bécane, et celui qui est derrière, qui est armé. Quand ils visent dans la voiture, parce qu'on s'imagine que le but de ces gens-là, c'est d'immobiliser la voiture, et quand il n'a pas de but, cette attaque, ils savent pas qui est dans la voiture. Ce sont juste des gens qui ont faim, qui veulent attaquer la bagnole, et qui veulent peut-être récupérer des choses qui sont dedans. Oui, c'est ce qu'on croit. Oui. Si tu mets pas de contexte, c'est ça. On peut pas savoir. Personne ne sait qui, à part les poissons eux-mêmes. Et maintenant, même Théo, à ce moment-là, il est même pas encore au courant vraiment de l'enjeu, sauf de sauver cette réfugiée, de l'aider à quitter la zone. À la zone de Londres. Et Luc est bon comédien à ce moment-là. Parce que Luc qui conduit la voiture est très bon comédien. Mais justement, alors si tu dis si le but c'est d'immobiliser la voiture, et il est à 3 mètres quand il tire, tu tires pas sur Julianne, tu tires sur le pilote, t'essaies le conducteur de la voiture. Quand tu tires sur le passager, ça n'a pas de sens, tu vois. Ou à moins qu'il soupe, mais tu vois très bien je l'ai re-regardé juste la scène, tu vois, et tu vois bien qu'il prend tout son temps. Et qu'à bout portant, c'est clairement elle qui vise. Bon, on a déjà connu des attentats maladroits. C'est peut-être un attentat maladroit. C'est ouf, c'est parce que tu le vois, tu le comprends pas. Et après, en fait, mais ils le disent. C'est peut-être un Français qui s'est trompé de côté, pensant que le conducteur était de l'autre côté. Ah, c'est ça. Ouais. Allez. Donc, c'est ça. C'est ceux qui se baladaient avec le drapeau. Oui, avec le drapeau. C'est les gars de la CGT, là, qui revendiquent. C'était donc, pour dire juste, voilà, que ils sont tous très mauvais et ils ont tous la bonne raison de le faire. Ouais. Ok, donc on a répondu à cette question. Est-ce que l'anticipation est une allégorie du réel ou un fantasme du pire?
On a essayé d'apporter une réponse à cette question. C'est une oui. Elle reste en suspens. Donc la réponse est dans la question, la réponse est double. La question étant double, la réponse est double aussi. Parce que on fantasme aussi, tu as une réalité, et c'est une allégorie effectivement de la contemporanéité du moment où le film a été tourné. Voilà. Lâche le micro. Drop the mic. C'est ça. Bon, on va passer à la deuxième partie de cette émission. On va parler de l'actu. On va parler des films du moment. Donc du coup, on va commencer par Titan, la dernière Palme d'Or au Festival de Cannes. Disons que nous sommes dans une actu d'il y a 2 mois. Oui. Mais c'est toujours d'actu, il est encore à l'affiche. Mais ce sera à l'actu, mais des années. D'accord. Ouais, mais Les gens en parleront. Alors, juste un petit message disclaimer. Il n'y a pas de spoiler ou il y a des spoilers. Alors pour l'actu, on va éviter les spoilers. C'est ça, ouais. Donc les gens, vous pouvez écouter sans avoir peur de... Ouais, vous pouvez écouter ce qu'on va dire sur Titan. On fait des tests anti-spoil. Donc Titan, dernière Palme d'Or au Festival de Cannes. Julien, on est allé le voir tous les deux au cinéma. C'était fort. C'était fort. Ouais, c'était fort. Moi j'ai beaucoup aimé ce film-là. Je suis pas du tout habitué à ce genre de film. Apparemment, elle a fait d'autres films dans le genre. Grave, tu disais, Mathieu, tu es allé son premier. Je pense que je suis pas le seul à avoir vu Grave autour de cette table. Ouais. Nous l'avons vu. Qui déjà à l'époque avait. Moi, je me rappelle Grave, on l'avait vu parce qu'avec Lolo, on se fait des sessions Halloween où on regarde toujours plusieurs films d'horreur. On savait pas ce qu'on regardait, il me semble. Et on savait pas trop ce qu'on allait voir. On savait juste que ça c'était français. Et de tout ce qu'on avait cette année-là, ça nous avait vraiment claqué. C'était celui qu'on avait préféré. Ouais, je veux dire, c'est difficile de mettre autant de tension dans un film avec si peu, quoi. Je veux dire, quand elle commence au début, quand elle commence elle est végétarienne, je crois, au début. Oui, dans Grave, dans Grave, et puis après, elle finit par manger des gens. Tu la vois pas arriver. Moi, c'est ça que j'aime dans son cinoche à elle, c'est que, son cinoche en même temps, dans les 2 films que j'ai vus d'elle, mais c'est que il y a ce côté où tu sais pas où elle t'emmène. Vraiment, tu vois, même jusqu'à la fin. Alors bon, il y en a peut-être Titan encore moins que Grave, ou Grave au bout d'un moment tu le dessines comme il est plus ancré dans une sorte de... il est quand même transgenre aussi, parce qu'on parlera sûrement du transgenre après dans Titan, mais même dans Grave, parce que on est effectivement dans l'horreur, mais alors ce qu'on appellerait le body horror. On est dans le film, des fois dans le drama, on est aussi un peu dans la comédie, il y a des moments comiques aussi dans le film. Ouais. Elle malaxe plein de choses, c'est vraiment un film hybride. Et Titan aussi, je pense qu'effectivement à mon sens c'est plus marqué justement encore dans Grave, même si t'as raison, il y a une ossature déjà très sombre, avec des scènes un peu choc. Mais c'est aussi un film, c'est des films sur l'adolescence, avec je sais pas, j'ai l'impression que ça charrie plein de choses. C'est absolument une espèce de palimpseste. À chaque fois que tu grattes, tu trouves autre chose. Bien sûr, même s'il y a un fond effectivement horreur et avec des scènes gore qui sont pour ceux qui sont pas habitués. C'est pour ça. Rapidement, je reviens juste. Pour Titan, ils nous ont fait même coup. C'était comme pour Grave à l'époque. Grave est sorti en 2016. Donc ils disaient oui, il y a des gens qui sont tombés dans les pommes. Ils l'ont vu au Festival de Toronto, machin. Mais ça ne m'étonne pas. Les gens qui vont voir Titan au Festival de Cannes, c'est pas le public de Gérard May. Donc le public de Gérard May, quand il a vu Titan, il dit foutez notre gueule. C'est ça le film où les gens tombent dans les pommes. Non mais arrêtez. Donc quand toi t'as biberonné au film de Lucio Fulci depuis les années 80 et que tu vois ça, tu dis mais c'est une blague. Mais il n'empêche que les scènes gore, et plus à mon sens dans Grave, sont extrêmement graphiques et plutôt réussies. Ah ouais, bien sûr. Mais moi, pour prendre en Grave, il y a des scènes qui sont pas gore, qui sont des scènes de la vie de tous les jours, qui peuvent être celles d'un vétérinaire. Et je te garantis que j'étais déjà très mal à l'aise en regardant ça. J'étais là, ouf, ok, bon, si l'école c'est ça, c'est chaud. Faut vraiment les vétérinaires, respect. Mais qu'est-ce qui fait de Titan alors un film où tout le monde est subjugué? Sans spoiler. En tout cas, il te laisse pas indifférent, ça c'est sûr. Oui, tu peux pas. Mais c'est quoi? C'est la forme, le fond, c'est les couches du film, c'est la surprise qu'il dégage, c'est les interprétations aussi, l'interprétation des comédiens. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi une césure. Alors, sans spoiler, il y a une première partie du film qui va te décrire un personnage. Bon, là, c'est pas tellement divulgation en disant ça, mais qui est extrêmement névrotique et qui est une pathologie très très lourde. Landon, j'imagine. Hein? Landon? Non. Une jeune femme. Et en fait, c'est vrai qu'il y aura des séances là, des scènes extrêmement graphiques, violentes, mais pareil, teintées avec de l'humour. Visuellement, ça flirte, surtout au début, je pense à ce plan séquence au début, ça flirte un peu avec
le kitsch avec une patte un peu vidéoclip pour que ça assoit quand même quelque chose de quelque chose de vulgaire. La représentation qu'on nous montre, on est dans la vulgarité. Et après, et ce qu'il y a, c'est que ce personnage-là, toi, en tant que spectateur, tu as du mal à t'identifier à elle. T'as très peu de sympathie pour elle. C'est vrai, hein. C'est clair. Et tu as besoin, en tant que spectateur, dans chaque film, je suis pas en train de parler de morale ou d'éthique ou quoi que ce soit, mais pour qu'il y ait une interaction avec un personnage, il faut qu'il te parle un minimum. Même si tu tournes un film sur un tueur en série, sur des gangsters ou quoi que ce soit, il faut que tu aies un peu d'empathie pour lui. Cette empathie va venir, en fait, grâce au personnage justement de Lindon, qui lui viendra à peu près à la fin du premier tiers du film, grosso modo. Et quand lui, il apparaît, là, on bascule dans un autre film. Il y aura toujours des séquences un peu malaisantes. Inévitablement, où là, on va beaucoup sombrer effectivement dans le body horror, très référencé à David Cronenberg. Mais il y aura le malaise, et en fait, il sera différent. Moi, à mon sens, le malaise dans la première partie, je l'ai jamais éprouvé. Même dans la scène graphique, violente, tu sais, je passe à cette scène, c'est dans la maison, cette tuerie. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça plutôt fun. Elle est drôle. Elle est drôle. Elle y met d'ailleurs des trucs drôles. C'est hyper cartoonesque. C'est super marrant. Après, par contre, il y aura d'autres scènes, comme je disais, graphiques, un peu gore. Il y aura pas de violence. Il y aura pas cette violence-là. Et pourtant, c'est cette partie-là qui sera la plus oppressante. Psychologiquement. Ouais, puis avec cette relation avec Lindon. Lindon est très bon. Très. Ouais, Lindon, il est touchant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un nounours, t'as envie de le prendre dans tes bras. Et puis il a une gueule. Moi, je sais pas, j'adore sa tête. C'est notre Mel Gibson. Et sa voix et tout. Non, mais c'est. Non, c'est vrai, c'est notre Mel Gibson. Moi, à chaque fois, quand j'étais gamin, j'ai dit putain, on a un Mel Gibson en France, il s'appelle Vincent Lindon. J'imagine et il habite 33 rue des Tilles. Oh merde. Non, mais faut le voir. Alors après, oui, effectivement, mais tu le vois pas jeune, faut le voir maintenant avec la tête qu'il a. Et puis en même temps, c'est un peu aussi il est un peu l'icône de ce qui se fait un peu en ce moment, de tout ce qui est pas revendicatif, mais il a fait des films un peu comme ça. Et, oui. Moi, c'est un côté. Il a côté fait beaucoup de films de gauche, ouais. Voilà, j'aime bien ce qu'il choisit et j'aime bien l'acteur et l'intensité qu'il peut y mettre. Parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il était. J'avais lu avant d'aller voir le film. D'ailleurs, ça m'a fait aussi l'appréhension que j'avais de ce film avant d'y aller, tu vois. C'est de me dire bon, alors à quoi m'attendre, tu vois, parce que putain, les gens tombent dans les pommes. Bon, après, effectivement, on a l'expérience de gens qui disent j'ai dû sortir de la salle parce que je me sentais pas bien. Une fois que tu vois le film, tu dis oui, bon, effectivement, mais pas tant que ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de. Ils ont jamais vu Martyr, hein, ces gens-là. Ben voilà, j'allais dire justement, si tu prends justement des trucs où on maltraite le corps, où on machin un truc, voilà, tu vas voir des films comme Martyr. Human Centipede. Ouais, mais là c'est caca et j'aime pas quand c'est caca. Moi j'ai un conseil pour les gens qui veulent aller le voir, c'est de le voir sans avoir j'allais dire sans avoir écouté notre émission, mais moi en fait je suis allé le voir sans savoir de quoi il parlait et je pense que ça laisse place à la surprise encore plus quoi. Voilà. OK. Bon. Il y a aussi donc cette jeune femme. Alors on a à nouveau Garance Marillier qui joue dedans. C'est toujours un plaisir de la voir. Elle a un petit rôle. Et il y a une séquence qui moi résume vraiment le film. Je crois que je me le suis noté parce que je m'en serais pas souvenu. Il y a une réplique que je disais, voilà, je l'ai noté. Hein, j'ai dit la réplique qui résume le film. Tout fait mal si tu tires dessus. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai. Même mon doigt. Non, généralement quand je tire sur ton doigt, ça pue. Ça fait pas mal. Ça pue. Et cette séquence, en fait, dans le film, il y a un truc un peu, allez, on va dire pseudo-érotique, mais en même temps un peu rigolo, machin. Et en fait, pour moi, elle résumait le film. Si tu tires dessus, ça fait mal. Et pour tout dans ce film-là, tu vois, quand tu tires le trait sur certaines choses, et il se marre. Non, mais je voulais pas être vulgaire en disant ça, hein, non, mais c'est vrai, mais je m'imaginais ça mettre sur ma pierre tombale. Si tu tires dessus, ça fait mal. Et tu as aussi donc cette jeune femme qui s'appelle Agathe Roussel. Alors pareil, je suis en train de lire parce que je me souvenais pas de son nom, parce qu'on ne la connaît pas. C'est son premier rôle, c'est pas une actrice. Elle a découvert sur Instagram et elle est assez extraordinaire. Elle a pas, en fait, son rôle est quasi muet, hein. Donc elle a très peu de dialogue, mais il y a une intensité, que ce soit dans son regard, dans la manière de se mouvoir. Enfin, j'étais assez bluffé par cette nana. Non, c'est chouette. Bon film. Faut aller le voir. Je ne l'ai pas vu. Ah non, mais Mike il dit qu'il faut plus en parler parce que sinon. Ça me donne envie. Non, les gens vont pas aller les voir. Du coup, il y a aucun intérêt. Je pense que si on peut juste dire certaines choses pour ceux qui l'ont pas vu. Si vous avez entendu que c'était un film insoutenable, c'est pas vrai. Si vous avez vu, comme disait, on a fait. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, ça dépend de tes références, en fait. C'est ce que
C'était ce que j'allais dire. excuse-moi. En fonction. Bon après si t'es comme dit, non mais t'as raison. C'est vrai que si t'as pas du tout l'habitude, ça peut être un petit peu dur. Mais si t'es déjà un peu, voilà, tu regardes des films d'horreur, t'en as vu une série, enfin quelques-uns qu'on a pu évoquer ou d'autres. Voilà, bon bah je pense que tu t'évanouiras pas devant ta télé ou dans ta salle de cinéma. Donc tu peux essayer d'aller le voir, il y a pas de problème. Non, mais par contre, effectivement, c'est très fascinant. Et après, j'allais dire, c'est conseillé aux amateurs des films de David Cronenberg. Je pense que ceux qui sont amateurs de Cronenberg ont déjà vu le film. Malheureusement, il marche pas des masses. Hein. C'est comme Grave à l'époque. Donc Grave avait quand même, je veux dire, l'accueil critique était quand même dithyrambique. Pour Titan, c'est un peu plus compliqué parce qu'il a eu la Palme d'Or. Mais c'est pas le lot de toutes les Palmes d'Or qui fonctionnent pas au Cinoche? Alors. Grave a marché à l'international. Oui, mais a marché, enfin, on s'entend. Hein. Oui, il a marché. Il a réussi à se vendre à l'international. Il a été, donc, même aux États-Unis, ils l'ont vu. Il a eu, oui, effectivement, il a eu son petit succès d'estime. Et c'est ce qui fait que, Joël Ducournau a été connu dans le monde entier. Enfin, je m'entends, auprès des cinéphiles et des professionnels. C'est pour ça qu'elle a travaillé avec Night Shyamalan. Elle a réalisé des épisodes de la série Servant pour lui. Enfin, la nana est installée, hein, maintenant. Tu vois, c'est quelqu'un qui devient important dans le cinéma de genre. J'espère pour elle qu'elle fera autre chose. Parce que, en fait, le souci, c'est que les amateurs de genre n'aiment pas son film. N'aiment pas son film précédent. D'accord. Quand tu lis certaines critiques, enfin, pas surtout les critiques, mais beaucoup de commentaires que j'ai pu lire, c'est sur des sites ou alors sur Mad Movies. Mad Movies a beaucoup aimé le film, mais par contre, il y a beaucoup de gens qui faisaient des commentaires en disant voilà, c'est pas du cinéma, c'est pas notre cinéma de genre d'exploitation que nous on aime. Mais les gars, à un moment donné, il faut accepter que le cinéma peut être hybride. Et en plus, il part mal le film parce qu'il est réalisé par une femme. Donc déjà, on peut dire ce qu'on veut. À notre époque, c'est un a priori hyper négatif pour certains idiots. C'est un film français. Double peine. Non, mais c'est terrifiant, mais franchement, on en est là. C'est que t'as un film français qui a un hybride, tu vois, de plusieurs genres de cinéma, réalisé par une femme, qui en plus, pas de bol pour elle, elle est jolie. Et donc du coup, tu as des gars, mais enfin, je suis un peu bas du fond. Je fais mais c'est pas le cinéma qu'on aime. Je caricature un petit peu tout ça, hein, mais c'est la seule manière que j'ai de comprendre certaines réserves sur le film. Je suis pas en train de dire que Titan c'est un chef-d'œuvre, mais je comprends pas en fait les sauts de merde que j'ai pu lire, tu vois, sur ce film ou sur Grave. Ok, merci pour votre avis on sur ce sur film-là. on finit sur des sauts de merde. C'est toujours intéressant de finir là-dessus. Voilà, on va passer maintenant à Kaamelott. C'est pas faux. Julien. Écoute, oui, Kaamelott, moi déjà de base j'aime bien la série, j'adore Astier et je vais passer un très bon moment. C'est un film, j'ai l'impression que c'est un film qui va absolument plaire aux fans de Kaamelott. Enfin, je veux dire, des fois, quand t'es fan d'une série, tu vas voir le film et t'es là, c'est pas si bien. Là, je pense que les fans qui aiment la série ont pas du tout été, chamboulés quoi, dans leurs habitudes. Le seul petit problème, peut-être que je peux faire au film, c'est que sur sa forme, ça se voit que Astier, il sait pas faire des films. Enfin, au niveau du rythme, au niveau même du cadrage, de la mise en scène de certains trucs, c'est pas super élégant. Mais c'est efficace, c'est-à-dire que par exemple tu vois que c'est le premier film de 3 films parce que sans trop spoiler non plus, il va passer une grande partie du film à représenter tous les personnages et t'as beaucoup de scènes en fait. C'est des petits chants contre chants qu'on a déjà dans la série quoi. Voilà, et puis cette scène c'est ce personnage là qu'on revoit. On est content, il faut une petite blague qu'on connaît, très bien. Next, pareil. Ouais. C'est un peu comme ça tout le long du film. Moi je l'ai vu. Alors moi je suis pas un fan de Kaamelott. J'adore parce que j'adore Alexandre Astier, mais j'ai bien aimé. J'ai pas de récurrence dans le visionnage des épisodes. Je prends un épisode par-ci, un épisode par-là. Enfin voilà. Tu connaissais quand même. Oui, bien sûr, je connais quand même. Mais moi j'ai été déçu, mais déçu parce que pas par le film en lui-même, mais déçu parce que moi j'y allais en allant voir un film avec que des sketchs de Kaamelott. Toi tu pensais que c'était succession vraiment de... Je pensais que ça allait être ça. Tu vois ce que je veux dire, que c'était un long épisode de Kaamelott, mais en fait non. Tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, comme moi, connaissent Kaamelott et qui le regardent avec parcimonie, on va dire ça comme ça, et qui peuvent être déçus parce qu'ils veulent voir un grand film à sketch quoi, et c'est pas le cas. D'accord. Oui, il y a des scènes drôles, je dis pas qu'il y a pas de scènes drôles. Après, il était peut-être
il avait le cul entre deux chaises où il devait quand même proposer un film, tu vois, qui se tient avec une trame tout du long. Et puis de proposer quand même des petits retours sur la série avec le comique qu'on connaît, etc. Pour le coup, je trouve que c'est assez réussi, mais ça en fait pas un film incroyable, quoi. Même si on rigole. Mathieu, ton avis sur ce film-là ? C'est compliqué. Alors en préambule, comme tout le monde, je veux dire que j'aime beaucoup la série. Je suis un fan aussi de Kaamelott et du travail d'Astier. J'ai été extrêmement déçu par le film. Je m'attendais pas à des sketchs, justement. Je voulais voir un film de cinéma. Oui, ça je sais. Et pour le coup, donc ma déception, elle est assez grande parce qu'il y a les moyens de faire un grand film de cinéma. Visuellement, il a, je veux dire, il y a du pognon, il y a du matos, il y a des caméras de ouf. Enfin, il y a tout pour faire un grand film. Il y a matière à profiter en fait des paysages qu'il a pour donner quelque chose d'épique. Mais il s'emmerde à faire encore des chants contre chants avec des personnages et des vannes qui m'auraient fait rire sur la série, mais là qui fonctionnent pas. Moi, je suis vachement resté sur tous les personnages avec Clavier et puis et avec le Sting et machin. Non mais tu vois, en fait, je me suis vu Dune quand j'ai vu Sting. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais est-ce que c'est moi qui, en tant que spectateur, est trop exigeant parce que ces vannes-là m'auraient fait marrer en regardant la série, ou alors justement la série ne passe pas le cap du cinéma. Elle passe pas le cap du grand écran, tu vois, et j'étais vraiment déçu. Moi, je me suis posé la question quand déjà à l'époque, quand il annonçait qu'il allait faire ça, en finir avec 3 films. Ça, je me suis demandé quel était le but en fait. Pourquoi passer au cinéma ? Pourquoi passer sur ce format-là ? Alors que je sais pas si t'aimes Kaamelott. Moi, j'aime pas Kaamelott pour ses décors magnifiques. J'aime Kaamelott justement pour l'interaction et le tic-tac qu'il y a entre les personnages et l'écriture d'Astier, tout simplement son humour et ce qu'il y met. Voilà. Mais tu vois, dans les derniers. À ce moment-là, il fait un film sur autre chose alors. Toi, si tu veux faire du film et du cinéma, si tu veux, pourquoi ? Enfin, je vois pas. Il voulait boucler quelle est la plus-value ? Il voulait boucler la boucle de son truc, tu vois. Ouais, mais t'aurais pu faire. Tu fais un téléfilm alors. Franchement, moi, alors à ce niveau-là, moi, j'y allais pas avec un a priori négatif. Hein. J'espérais vraiment voir un film de cinéma parce que c'est quoi ? C'est le livre 5 et le livre 6. Ils annoncent quand même ça. Il y a quelque chose de plus épique, plus dramatique. À la Légion. Ouais, et puis je me suis dit, voilà, il savait sur la série, tu vois, optimiser au maximum ses décors et aussi, et toute la dramaturgie, tu vois, qu'il y a autour de ces personnages-là, tout en conservant quand même des éléments comiques, drôles, machin, même s'il y en a beaucoup moins que sur le livre précédent. Et j'espérais, en voyant ce film, une adaptation au cinéma, être dans la continuité et dans le dépassement de cette continuité-là, tu vois, nous proposer un vrai un film de cinéma. Mais après, bon, le souci, c'est comme tu disais tout à l'heure. Donc on nous présente les personnages. On nous présente beaucoup trop de personnages. Le problème, c'est qu'il y en a tellement, même si je me mettais à la place, c'est des gens qui connaissent pas la série. Mais il y a trop de personnages, t'arrives pas à t'y attacher, tu t'en fous. Et il y a des personnages qui sont... Excuse-moi, est-ce qu'il a vraiment fait le film pour les non-fans en fait ? C'est ça la question. Alors, tu sais quoi ? Je crois pas. Mais moi, je me suis posé la question, pour qui il a fait le film, en fait ? Alors, j'espère qu'il a fait pour lui et qu'il s'est fait plaisir, et c'est tant mieux, tu vois. Moi, qui aime la série, j'ai pas accroché, et surtout, en plus, alors, il y a quelques personnages, des nouveaux personnages qui débarquent. Bon, je parle même pas de Sting, c'est une catastrophe. Mais, je pense du personnage qui est interprété par Gallienne. Quand il arrive, au départ, putain, je le trouve vachement bien, le personnage. Je me dis, putain, il y a quelque chose de nouveau, il est fourbe et tout, puis en plus, Gallienne, voilà, c'est un bon comédien, donc, voilà, c'est intéressant. Il n'existe plus. Tu vois, à partir du moment où il le ramène chez Chabat, je récupère le pognon, l'autre il dilapide le royaume pour récupérer Arthur, et c'est fini, il n'existe plus parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a d'autres personnages. Mais sauf que les autres personnages, Caradoc et Perceval, on aime tous Caradoc et Perceval. Sauf que ce que moi j'ai vu dans le film, c'est tout ce que je n'aimais pas dans la série quand ils présentent Caradoc et Perceval, c'est-à-dire, ils sont extrêmement, criards, ça gueule. Quand c'est sur 3 minutes d'épisode, ça peut être drôle. Quand c'est sur des séquences, très longues séquences au cinéma, c'est pas drôle. C'est comme avec le Curton, j'arrive pas à me souvenir du nom, c'est du moine, du personnage de Clavier, de tous ces personnages-là, ça fait que gueuler. Quand c'est sur 2 minutes que ça gueule, moi ça me fait marrer. Mais que c'est prolongé sur des séquences entières, enfin, il y a une accumulation de choses qui font que, pour moi, je n'ai pas ri. Quand même terrifiant, moi qui suis hyper bon client de Kaamelott, j'ai regardé le film, j'ai pas ri. Même pas un peu. Moi, le seul moment où j'ai ri, c'est quand j'ai vu le Roi Burgonde.
C'est tout. C'est le seul moment où j'ai un peu ri. Ça m'étonne C'est- pas, je sais pas. Non, mais Mais tu sais pourquoi t'as ri? Parce que tu te souviens de lui dans les Oui, épisodes. donc, voilà, c'est ça, c'est tout. Ben oui. Mais c'est ça. Moi, quand je le vois, je fais, ah, cool, allez, hier, machin. Oui, hier. Ah ouais, mais Tout non, ça, voilà. le jeu auquel il joue à la fin, là. Enfin, pas à la fin, mais quand Arthur va récupérer. Ah oui, avec les règles improbables. Ouais. Et il y a il y a quand même des trucs. Bon, après, bon, c'est Ça dépend. pas Oui, grand ça chose, dépend. tu vois, mais oui, ils ont quand même réussi à me Aussi. faire. Ils m'ont même réussi. Alors attends, ils m'ont même réussi quand même à pas me tirer une larmichette, mais j'ai aimé la scène avec Arthur et Le baiser? non, pas le baiser. Ils s'embrassent. Bah oui. Alors, c'est pas le baiser en soi, moi, qui m'intéresse, mais c'est plutôt le. Moi, j'ai aimé. C'est le seul moment où je me suis dit, ah, voilà. Là, c'est mon côté un peu fleur bleue. Je me suis dit, Oui. ah, non, bah voilà, mais ils d'accord, s'embrassent, mais c'est cool. C'est ça, mais c'est le truc. Voilà, c'est ce qui se passe. même si c'est attendu. Oui. Mais, bah, c'est cool, ça. c'est quand même pas mal, tu vois. Je m'attarde vraiment sur des trucs, Aussi, il y a des moments qui m'ont fait quand même marrer, mais ça reste dans l'écriture d'Astier. C'est ça qui m'a fait, moi, qui m'a plu beaucoup dans ce film, c'est ça. C'est que de temps en temps, on le voit. C'est cette écriture très drôle qu'il a. Et quand il dit, par exemple, on va s'occuper des trois connards là, c'est nous les trois couillons, non? C'est juste, voilà, c'est ça C'est que aussi j'aime un bien. côté nostalgique, j'imagine, quoi. Voilà, comme disait Mathieu, quand on voit les personnages, on se rappelle beaucoup de pourquoi on a ri en regardant la Ouais, série. ouais, clairement. Ah, mais moi, j'y allais pas à reculons, hein, vraiment pas. Mais Ouais, j'étais ouais. hyper enthousiaste. Hein. Quand le film devait sortir l'an dernier, j'ai dit, allez, moi, je veux absolument y aller. J'ai fait mon pass sanitaire pour voir le film, bordel. non, je plaisante, mais je voulais vraiment voir Kaamelott. Et du coup, peut-être que, mais j'avais tu voulais peut-être, protéger tes parents? Non. non, je vais voir Kaamelott. Eh, Alors, il y j'ai en aura peut-être trop encore deux. d'attentes. Il y en aura encore deux, du coup, tu auras le temps de Mais j'irai les voir. Évidemment. Avec ta carte illimitée, tu peux. Pas de problème. Je peux tout. Tu Parce que peux je suis tout limité faire. en tout. Ok, ça marche. Bon, passons à la rubrique des coups de cœur. Loris, tu veux bien commencer? C'est le petit café gourmand, tu vois. C'est ce qu'on attend ouais. là. On a bien mangé. Et Notre petit dessert. vivement digestif. petit supplément. Bah, pour faire lien avec Children of Men, en fait, je voulais juste rapidement parler de la série de la Servante écarlate. Puisqu'en fait, le thème est le plus ou moins le même, sauf que la Servante écarlate, si vous voulez, c'est dans une société où, donc il y a à la base un livre qui est maintenant une série, qui en est à la 5e saison, je ne me trompe pas, qui sera la dernière, où en fait, eh bien, c'est une société où les femmes arrivent de moins en moins à faire d'enfants. Donc en fait, c'est un peu la même chose. Sauf que pour pallier à ce problème, une petite frange d'Américains vont créer un nouvel État, vont faire une sorte de coup, créer un nouvel État qui s'appelle... mince. Ouais, tu me plantes sur le coup. Qui a un nom assez sympa, Gilead. Gilead, Voilà. Et en fait, où les femmes les plus fertiles qui sont trouvées sont kidnappées et emmenées dans des maisons où on va en fait les forcer à se reproduire. Donc en fait, je vais passer les détails. Mais du coup, c'est une série qui est incroyablement bien rythmée, très très belle, très élégante sur les plans. C'est très très beau à voir. En plus, j'ai oublié le nom de cette actrice, mais l'actrice principale qui est aussi incroyable. C'est bien, tu nous prends au dépourvu. Oui, ça va nous revenir, C'est ce qu'on merde. Mais de toute façon, D'ailleurs, Google. c'est une série qui est maintenant Ouais, je très vois plein de connue. Je veux dire, tout le monde on a plus ou moins entendu parler. Et c'est aussi donc un fond post-apo. C'est pas de l'anticipation, c'est plutôt aussi dystopique, quoi. Mais ça se regarde vraiment très bien. Et voilà, c'est une très bonne série. ouais, dans le fond, finalement, en fait, c'est vrai que c'est la même postulat, c'est c'est-à-dire exactement la même chose. on n'arrive plus à avoir d'enfants. Jusqu'où on est prêt à aller pour. Sauf que là, on passe dans un côté effectivement très totalitaire et extrêmement Oui, il y a la différence, Chaud. c'est que là, c'est vraiment une série totalitaire. Oui, où il y a une représentation du totalitarisme. Ouais. Ouais, Donc si clairement. vous aimez un peu ces thèmes-là, c'est clairement à voir. Et c'est très c'est Ouais, beau. bonne série. J'ai pas vu toutes les saisons, mais effectivement, la 1 et la 2, je crois que j'ai vu. Et franchement. ça Ah, m'a et plu. la suite est très bien aussi. Hein. Franchement, Ah ouais c'est une des séries où la qualité ne décroît pas. Bon, faut qu'ils finissent. Hein. Faut finir. Faut finir. Alors que, donc, si je me souviens bien, la première saison, c'est l'adaptation du roman. Ouais. Mais après, donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont détachés du roman, puisqu'il n'y a plus de roman à Ouais. adapter. Il y a eu des Et- libertés, ouais. oui, voilà, effectivement. ouais. Mais c'est franchement, ils s'en Bien sortent écrit, bien. hein. Ils s'en sortent très bien. J'arrive pas à me souvenir du nom de l'actrice, c'est terrible. Je sais pas. La régie, On le criera, à un moment. la régie, s'il vous plaît. Non, Mathieu, ton coup de cœur? Alors, mon coup de cœur sera double. Mon premier coup de cœur, c'est le cinéma français. Parce que on a beaucoup tendance, souvent Voilà. Non, mais je le savais. J'ai pas choisi le cinéma français pour rien. C'est parce que cette année,
au vu en fait des circonstances, on a eu très peu de gros films américains, mais par contre on a eu des productions françaises d'une très grande qualité. Et on a souvent tendance à dire oui, cinéma français, alors c'est soit des comédies bidons avec clavier, ou alors des trucs hyper nombrilistes dans les appartements parisiens. Oui, c'est vrai. Mais il y a pas que ça. Il y en a. Il y a pas que, non, mais il y a pas que ça. Oui. Il y a énormément de policiers. mais il y a énormément de propositions dans le cinéma français, mais sauf que bon, sur cette table, j'ai affaire à beaucoup de béotiens qui ne s'intéressent pas au cinéma français et j'en suis très déçu. Il y a eu des productions françaises qui sont sorties cette année qui étaient formidables. Et vraiment formidables. Alors, tous les films n'étaient pas réussis, mais en tout cas, ce sont des propositions de cinéma qu'on n'a pas vues ailleurs. Alors, je pense par exemple au film de Paul Verhoeven, Benedetta. Je sais pas si vous l'avez vu. Avec Efira. Avec Efira. Donc, c'est une production française. Mike et moi, on a eu la chance, on a vu un premier film qui s'appelle La Nuée. Exactement. Je voulais le voir, c'est Voilà. bien. C'était bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Effectivement, ça, moi, quand je parle de ce film-là, je fais le lien aussi avec le cinéma de Julia Ducournau, parce qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup de références. Oui, et puis il y a surtout beaucoup de détracteurs qui disent oui, mais c'est pas un cinéma de genre, parce que c'est un cinéma hybride. Et c'est un cinéma hyper intéressant. Moi, pour un premier film, enfin, j'étais sur le cul. Adoré aussi, ouais. Non, mais techniquement, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, j'ai failli oublier. Annette, dans de Léos Carax, qui est le film que j'ai le plus attendu cette année. C'était vraiment, voilà, parce que Léos Carax, il avait fait son précédent, c'était sorti il y a quelques années, c'était Holy Motors, que j'avais adoré. Là, son dernier film, donc c'est avec Adam Driver et Marion Cotillard. C'est génial. Enfin, cinématographiquement, on a rarement vu, tu vois, autant d'idées dans un film que celui-là. Est-ce qu'il n'y a pas un effet Covid, tu sais, On a eu le temps de réfléchir à ce qu'on voulait. Non, embouteillage de ouf et tout sort en même temps. Alors, pression des maisons de. Alors, il y a un peu de ça. Pour Benedetta, c'est le cas parce que Benedetta devait déjà sortir, je dis une bêtise, mais je crois qu'il y a 2 ans, il aurait déjà dû être présenté à Cannes. Donc, il a été présenté à Cannes cette année et diffusé dans la continuité. Annette, par contre, c'était prévu qu'il sorte cette année. Ok. La Nuée, je crois qu'effectivement, La Nuée, ça devait sortir l'an dernier, donc c'est sorti maintenant. Donc, on a vu Titane. Il y a Le Dernier Voyage de Romain Quiro, que je connaissais pas. C'est un premier film, un film de SF français, pas courant. C'est fait avec des petits moyens, mais franchement, c'est pas un chef-d'œuvre, pas du tout. C'est pas un grand film. Et punaise, je me disais, mais en France, on est capable de faire des bons petits films SF de qualité, avec des effets spéciaux de qualité, avec une intrigue, avec des vrais personnages. Putain, on n'a pas obligé de chercher chez les ricains ou ailleurs. Donc ça, c'est mon premier coup de cœur, c'est cinéma français. Et, dans la continuité de ce que je disais, mon véritable coup de cœur, c'est un film français qui s'appelle Slalom, qui est sorti cet été. Un film génial. Mais vraiment, là, pour le coup, c'est un très grand film. Je crois que c'est un premier film. C'est l'histoire de Lise, qui a 15 ans, qui intègre une section de ski-études. Bon, pour faire les Jeux Olympiques, machin. Enfin, vous voyez le genre, c'est... Slalom, pas slalom. J'ai dit quoi, slalom? Je me suis dit merde, qu'est-ce que c'est? Moi j'ai compris slalom, mais. Ah non, moi j'ai compris slalom. T'as encore des acouphènes? Non, c'est bon. Donc ça s'appelle Slalom. C'est réalisé par Charlène Favier avec une jeune actrice qui s'appelle Noé Habitat, que je ne connaissais pas, qui est incroyable. On a aussi Jérémy Régnier qui joue son coach. Je dis toujours Régnier, mais je crois que c'est Renier, pardon, c'est le comédien belge et qui est exceptionnel dans le film, qui joue son coach et puis qui va l'entraîner en fait effectivement pour être une championne de ski. Il y a cette relation très très ambiguë, parfois malsaine, un peu violente. Philippe Lucas, style. C'est un peu ça, ouais. Moins les insultes. Il y a, on peut faire un rapprochement parce qu'effectivement, ça nous dépeint à un monde, c'est du sport vraiment de haute compétition que nous, on ne comprend pas forcément. Et quand je dis ça, il y a aussi, on nous montre le corps, comment on montre le corps, comment il est représenté dans le sport. On n'a pas le même rapport au corps que les sportifs. Et il y a les séquences de slalom. Je crois que c'est effectivement un premier film, mais c'est filmé, mais c'est incroyable. Roger Moore dans les James Bond, quand il fait du ski, il peut aller se coucher. Voilà. Non, mais vraiment, c'est incroyable. Je me suis dit, putain, c'est un premier film, ça. Les séquences de slalom, il n'y en a pas 1000, et ça dure pas super longtemps. Mais c'est vachement bien foutu. Et il y a une tension, il y a de l'émotion dans ce film, il y a un travail sur la photo. Les comédiens sont exceptionnels. Putain, j'ai vu ce film, j'ai dit, putain, mais c'est un très grand film. Il a pas marché. Parce qu'il a marché auprès de quelques cinéphiles, il a eu des critiques dithyrambiques. La thématique est pas, sexy de ouf non plus, quoi. Ouais, mais à un moment donné, je pense que il faut aller au-delà de ça. Il y a certains films, surtout dans le cinéma français, j'insiste un petit peu, mais il y a vraiment moyen de découvrir des choses exceptionnelles qui sont faites. Pas avec des gros budgets,
et qui sont exceptionnels. Vraiment. Je suis Faut d'accord, juste mais avoir- toi, tu as ta parole de cinéphile. Tu vois, je veux dire, si tu veux attirer les gens dans la salle, ça, c'est un autre débat. Mais c'est pour ça que je suis là dans cette émission. Exactement. C'est pour vous dire, allez voir Slalom, allez voir du cinéma français, allez voir La Nuée. C'est vraiment des chouettes films, mais surtout, sans déconner, l'a priori, comme quoi le cinéma français, c'est bidon, c'est que des comédies lourdeaux, machin. Mettez ça un peu au vestiaire, et je suis sûr que vous allez faire des belles découvertes. Et sur le film La Nuée, il y a un travail sur le son exceptionnel. Hein. Tu te rappelles Ouais, énorme. Ouais. Parce que effectivement, comme bon, on va pas vous raconter tout le film, mais c'est vrai que comme il y a des séquences où visuellement, même s'ils les montrent, mais pour comment dire ça, comme ils sont pas toujours en capacité de tout nous montrer, et ben du coup ils jouent sur le ressentiment, sur le bruit. sur le bruit. Et non, c'est vachement bien foutu. Julien, pardon, je t'ai coupé. Ouais, non, c'est par rapport à ce que disait Mathieu, c'est vrai, le fait d'aller dans les salles pour voir ce genre de films qui sont effectivement de très bons films, en croissance sur parole, et puis on en a effectivement vu des films qui sont pas forcément grands spectacles, mais qui sont de très beaux films, des films très intenses. Mais à un moment donné, je me rappelle, j'avais cette réflexion avant d'habiter dans une grande ville où j'avais la possibilité d'avoir un abonnement cinéma, par exemple, où du coup la séance c'est pas la même chose, parce que bon, pour la plupart des gens, c'est quoi, c'est 11 balles, la séance de ciné. Bon. Ou alors faut aller aux premières séances. Pour ça, j'invite toujours les gens à aller aux premières séances de 11h. Dans la plupart des cinémas, les prix sont un peu cassés. Mais oui, sinon t'as raison, c'est un c'est 11 truc balles. et je me disais, avant de me déplacer au Cinoche, je me disais, est-ce que le film justifie le grand écran, la salle de ciné? Tu vois, je veux dire, s'il y avait pas à un moment donné quelque chose de visuellement absolument relié au grand écran. D'autant plus que j'ai trouvé qu'ils ont baissé le son dans les salles de cinéma. Tu fais un grand spectacle. Et j'ai même plus au moins la basse ou le truc que m'apportait, tu vois. Mais bon, bref, si c'était pas pour avoir Et une du coup, expérience toi, visuelle, tes attentes de spectateurs. j'allais pas au ciné, quoi. Et alors, du coup, en fait, c'est ça le souci, c'est qu'on a des attentes de spectateurs qui sont formatées par rapport au spectacle du cinéma américain, les blockbusters américains. Le nombre de fois t'es sorti d'une salle en ayant vu un blockbuster américain, tu t'es dit, c'est pas terrible, hein. Franchement, c'était pas top. Hein. Surtout Toi, ces j'ai derniers temps. déjà vu ça 1000 fois et en mieux. Et pourtant, t'as payé 11 balles, sauf si t'as un abonnement, effectivement. Mais tu dis, bon, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu. Bah, tu m'étonnes, on est 5 millions à l'avoir vu. C'était bien? Non. Toi, t'as aimé? Oui. Ouais, bah, si au final, c'est pas trop mal. Bah ouais, mais à un moment donné, faut faire des choix. Et faire des choix, c'est renoncer. Moi, je préfère renoncer à aller voir, bah oui, comme tu le dis, ces derniers temps, on n'est pas gâté au niveau des blockbusters. Moi qui suis un fan de blockbusters américains, voilà, je suis le malin avec le cinéma français, mais j'ai été nourri comme vous, je pense, depuis les années 80 au blockbuster américain. C'est ma cam. Sauf que ces derniers temps, bah, on n'est pas très gâté. Donc du coup, je me dis, on fait que du reboot. Donc du coup, tu te dis, bon bah je vais essayer de voir ce qui se fait ailleurs. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se fait chez nous? Parce que mine de rien, bah, la France c'est quand même un pays de cinéma. Et tout d'un coup, tu dis, putain, mais en fait, il y a des pépites, quoi. Il y a vraiment des pépites. Et Slalom, c'est un film qui, je l'ai bien dit là, Slalom, c'est un film qui est fait pour passer au cinéma. Okay. Et à voir au ciné. Ah, merci Mathieu. Je peux vous parler de mon coup de cœur? Ouais, fais. Ouais, pas de souci, Mathieu. Ouais, ok. Comme ça, après, je peux conclure l'émission On s'expliquera après le après le coup de cœur de Julien. Alors moi, j'ai décidé pour cette seconde saison déjà de présenter un coup de cœur, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Bravo. Chapeau bas. Voilà. Et puis j'ai décidé de me focaliser sur les podcasts. Ouh, c'est nul. Non. Les derniers podcasts de, toi t'en avais écouté des trucs, les livres audio là, les machins, il y avait des trucs cool avec les serpents. Oui, machin. Mais moi, non mais en fait c'est celui que vous avez retenu, mais il y en avait d'autres. Il y en a un qui s'appelle Le Nuage et c'est celui où il pleut. Non. Bon bref, on s'en fout. Hein, bon, on se moque de mes coups de cœur. Sinon, j'en fais pas, c'est pas grave. Et en plus, celui-là, il est en relation avec la thématique de notre émission et du film les fils de l'homme. Donc, en fait, je suis tombé un peu par hasard sur un podcast de France Culture qui s'appelle Matière à penser, animé par René Friedman, qui est gynécologue. Et c'est une série de 10 épisodes qui date un peu. Glissant. Parce qu'il est gynécologue, c'est ça? Pas du tout. Okay. Donc c'est une série de 10 épisodes donc qui date déjà un peu mais de 2019 qui s'appelle De la science-fiction à la science du futur. Alors cette série part d'une œuvre d'anticipation qui peut être cinématographique ou littéraire, et puis ils expliquent comment ça se traduit ou pourrait se traduire dans le futur, basé sur le développement de la médecine actuelle.
Donc René Friedman, le présentateur, fait intervenir des critiques de cinéma, des médecins, des chercheurs, des personnes des métiers du cinéma, assistants réal, réalisateurs, etc. Bon, après, pour être franc, je les ai pas tous écoutés. J'en ai écouté quelques-uns. C'est des épisodes qui font 40 minutes. Je vais vous faire une petite liste, par exemple, des premiers épisodes. Il y a un épisode qui parle de l'amour humain-machine en question, en traitant du film Heure de Spike Jonze, justement, réalisateur du prochain film que nous allons traiter. Que nous allons traiter. Il y a un épisode qui parle de psychochirurgie, donc c'est le traitement des maladies mentales, et d'après le livre Le Feu Sacré. Okay. Le déterminisme génétique est-il absolu? Il se pose cette question-là en parlant de Gattaca, du film Gattaca. Bienvenue à Gattaca. Bienvenue à Gattaca, oui. C'est pas grave. Ok. Et donc tu parlais de la servante écarlate, et il parle d'un épisode qui parle du sujet du corps féminin en miettes, et il parle de la servante écarlate. Tu veux dire qu'on vient de connecter nos recommandations? Exactement. Donc cette série des épisodes est toujours disponible à l'écoute uniquement sur le site de France Culture. Okay. Voilà, et ça s'appelle Matière à penser. Ouais, c'est intéressant, ça me donne envie effectivement d'aller écouter ça. Vas-y. Yalla. Julien, vas-y, on t'écoute. Écoute, moi le petit coup de cœur, c'est quelque chose de très vieux, mais qui m'avait marqué à l'époque. C'est le premier roman d'anticipation que j'ai lu, qui est un bouquin de Barjavel qui s'appelle La Nuit des Temps. Ah bah oui, on l'a pas lu à l'école, celui-là. Tous. Je pense que c'est on a dû tous de l'avoir. Bah si en tout cas, si on l'a tous eu, c'est vraiment super, parce que franchement, de tous les bouquins qu'on m'a fait lire à cette époque-là, celui-là, je l'avais trouvé merveilleux. Et alors pour plein de bonnes raisons, parce qu'il est facile à lire, il est pas trop long, et alors peut-être que la portée critique de son bouquin m'avait pas touché à l'époque, parce que c'était je pense pas que je m'en suis rendu compte, mais l'histoire d'amour qui existe dans ce bouquin m'avait bien plu à cette époque-là déjà. Et voilà, c'est une superbe histoire, et c'est un super bouquin à lire. Avec un sacré twist, il me semble. Ouais, mais bien sûr, il est jusqu'à la fin, c'est vraiment un bonheur. C'est pas le genre de livre où tu finis et tu te dis Voilà, c'est pas où t'es à 200 pages, enfin à 100 pages du truc, et tu te dis bon, j'en ai déjà lu 300, je vais lire les 100 dernières tu finis le bouquin et t'es content. Tu finis le livre et tu restes un peu scotché en disant ok, c'est vraiment classe ce que je viens de dire. Et tu fais bien de dire ça, parce que ça nous rappelle aussi que la France, en plus d'être une terre de cinéma, c'est une terre de SF et de fantastique. Donc quand on parle de Barjavel, mais bien sûr aussi Jules Verne, il y a plein. Non mais c'est vrai, il y a plein d'auteurs au cinéma, Méliès. Enfin, il y a un terreau chez nous dans la SF, dans ce qu'on pourrait appeler la dystopie, dans le fantastique, qui est énorme. Donc j'en reviens, c'est maintenant un petit peu ma marotte, mais toujours avoir une inclinaison vers le cinéma américain. Il faut se dire que chez nous aussi, on a des auteurs, il y a un savoir-faire, et il y a matière à faire et à voir des grands films et lire des grands bouquins aussi. Il faut juste des sous. Donnez des sous à l'arc. Donnez des sous, exactement. Donnez des sous à l'arc. Merci les garçons, merci d'avoir partagé ce repas avec moi. Moi j'ai rien bouffé. Sans le quelle arnaque. J'ai bu 2 bières, soit, mais je m'attendais à un peu de bouffe. Et j'espère que pour la prochaine émission, ça va arriver. Ça va. Non, mais il faut mettre la bouffe à table, chérie. Vas-y, où parce que vous êtes pas là, mais le gars nous a foutu quoi là? Il y a des raisins secs. Il y a des graines. Il y a des graines. Il y a des figues. Il y a des cranberries. Il y a des figues séchées. C'est super sympa. Non, mais c'est vrai que tu ouvres en nous parlant d'un repas merveilleux. Des noix du Brésil. Et on salive depuis tout à l'heure. Ben ça va arriver. On va manger un truc. C'est dégueulasse, tu sais, ça. Les bruits de bouche. Loris, ça, c'est dégueulasse. Bon, mais merci à vous de nous avoir écoutés. On est ravis d'avoir commencé cette saison 2 avec vous. Je vous rappelle que dorénavant, 2 épisodes par mois vous seront proposés. Prochaine sortie le 27 septembre pour un épisode qui sera consacré au film adaptation de Spike Jonze, justement, sur un scénario de Charlie Kaufman. En attendant, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie d'un nouvel épisode, et aussi partager, recommander, commenter, noter ce podcast. Cela nous aidera grandement, en espérant que le repas servi vous ait plu. Oui. Belle semaine à vous. Oui, belle semaine. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao.